Travailles-tu un peu manuel? Pas du tout. Et pourtant, je suis le fils de mon père. Tu sais, puis là, le parent, des fois, va me dire, ben, tu sais, mon enfant, c'est un anxieux. Ouais, attends, ça se peut que dans 10 ans, il soit pas anxieux, pas en tout. C'est là que tu vois que la pensée positive, c'est vraiment fort. Ça a changé le sexe de mon enfant. Il faut le faire. Tu as créé quelque chose qui n'existait pas et tu l'as appelé coaching familial. C'est-tu juste quand il y a de quoi de négatif qu'on fait appel à tes services? La plupart du temps. Moi, jeune, ma fille me regardait et elle disait, abracadabra, t'es une poule. Et là, je gérais la routine du matin en étant une poule. Ça devait être beau. T'as pas de vidéo de ça? Non, c'est ça. Ah, zut, là, j'ai pas de vidéo. Gestion des écrans, les parents démissionnent, là. Tu sais, c'est comme, c'est trop compliqué à gérer. Non. Tu as eu des enfants, fais ta job. Les cours en parentalité devraient être presque obligatoires. Pour conduire une voiture, là, je suis obligée d'avoir un cours. Les enfants s'entretuent pas sur la banquette arrière pendant ce temps-là. Ils ont chacun leur tablette. Ils dérangent pas. Là, je ramasse les tablettes, puis j'envoie l'enfant dans le cours de récré. L'enfant, il est gonflé à bloc. Il va être agité à cause du cortisol. Et là, il n'arrive pas à se concentrer. Fait que là, il se fait chicaner. Et ça vend bien de culpabiliser les parents. Puis de dire aux parents, voici la nouvelle approche à la mode. Si vous faites pas ça, vous êtes des mauvais parents. Non, moi, je tiens à ce que mon enfant redouble. Je veux pas nécessairement aller vers une médication. Tu sais, une fois de temps en temps, ça se peut que je le laisse gagner, tu sais, pour qu'il vive des réussites. Mais je vais pas le laisser gagner tout le temps. De temps en temps, il faut qu'il apprenne à perdre. Allô? Salut. Comment ça va, Nancy? Ça va très bien. Parfois. Yes. Bienvenue. Wow, cool. Viens t'asseoir. C'est le fun chez toi. Comment tu trouves ça, le petit décor? Très féminin, hein? Oui, c'est ça fit avec mon petit top fleuri. Écoute, je t'avais pas dit que c'était dans mon garage. Là. Mettons que dans mon salon, ça aurait été mieux agencé, là, mais ici, là, c'est... Je me sens chez moi, je me sens... Non. Tu travailles-tu un peu manuel? T'es-tu... Pas du tout. Non. Pas du tout. Et pourtant, je suis le fils de mon père. Ah ouais? Oui, mes parents ont eu un troisième enfant juste pour donner un fils. Ma mère voulait donner un fils à son mari. Et puis, c'est moi. Ton père n'a pas trop été déçu? Écoute, quand je suis née, le médecin a dit à ma mère, parce qu'à ce moment-là, les hommes n'assistaient pas, le médecin a dit à ma mère, voulez-vous que j'annonce la mauvaise nouvelle à votre mari? Vous allez le faire vous-même. Non. J'étais une mauvaise nouvelle. Mon père a beaucoup ri, mais je suis restée quand même le fils de mon père. Je suis pas tant manuel, mais tu sais, j'allais à la pêche, j'allais au golf avec. Fait que je suis quand même... J'ai un petit côté masculin. C'est quoi qui est drôle, c'est que moi, quand Nadine, la mère à Tyler, est tombée enceinte, on est allé passer l'écho à 4 mois, puis là, le médecin nous a annoncé qu'on allait avoir une fille. OK. Hey, j'étais tellement déçu, là. J'étais tellement déçu. Moi, je voulais un garçon assez que j'en ai fait simple, là. Okay. Il a fallu que je rappelle pour m'excuser. Oh! Ouais. Ah non, ça m'a vraiment choqué. Puis, lors du suivi suivant, finalement, elle m'a rappelé, parce que là, je n'y avais pas été. Je ne voulais pas revoir le médecin. Je n'y avais pas été. Puis là, elle m'avait rappelé toute contente pour me dire que c'était un garçon. C'est là que tu vois que la pensée positive, c'est vraiment fort. Ça a fait pousser des affaires. Ça a changé le sexe de mon enfant. Il faut le faire. Quelle puissance extraordinaire. La puissance de la pensée positive. Là. Ceux qui en doutent, là, doutez jamais de ça. Là. Écoute, Nancy, nous, ça remonte à plusieurs années. Oui. On s'est connus avant de se connaître de façon professionnelle. Tu es un coach familial. Tu vas m'expliquer c'est quoi exactement. Exact. Mais pendant que je travaillais au Dagobert, dans les bars, il y a une période de ta vie où ce qui était peut-être un peu plus wild. Une pitoune de Grande Allée. Oui, j'ai été une pitoune de bar. J'ai travaillé dans les bars aussi. J'ai déjà été barmaid à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. J'ai aussi vendu des schnapps. Tu sais, là, la shooter girl là, qui se promène. Là. J'ai déjà fait ça dans mon jeune temps. C'est quoi une pitoune de Grande Allée? Écoute, moi, dans le temps, je sortais là, 8 soirs sur 7. Puis écoute, c'était fou. Là. Il y a une partie de la Grande Allée, je pense, qui m'appartient. On était une couple de filles là, on aimait ça, on était féminines, puis on aimait ça sortir. Mais à cette époque-là, moi, je travaillais déjà dans les centres d'accueil avec des adolescents en troubles de comportement. Puis un de mes trips, c'était l'espèce d'alternance. Là, j'allais jouer une game de hockey avec mes boys. Puis après ça, je me poupounais comme il faut, puis j'allais sur la Grande Allée. Puis là, des fois, j'avais des plasters sur ses doigts parce que j'avais mangé un coup de hockey. Puis là, tu sais, j'étais en talons hauts, toute féminine. J'ai toujours aimé cette le contraste. Côté, ouais, c'est ça. Double personnalité. Ouais, je suis une fille, mais avec un côté masculin. J'ai comme tout le temps gardé ça. Tu tenais où, Dag, quand tu venais? Au 3e.
Parce que moi, j'étais au troisième. Non, au deuxième, par Entre contre. les deux standing bars, j'étais toujours à Ouais, côté de la c'est piste ça. de danse. Tu venais-tu Écoute, proche, j'étais là? au bar à gogo. Ah, OK. Gogo, pour ceux Gogo qui ne Iggy. savent pas, là, c'était comme le beau bonhomme des Ouais, barman. ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je suis pas surpris. C'était un bon ami. C'était C'est resté un ami? Ouais, ouais, Ouais. c'est pas resté, là, mais tu sais, on se connaissait bien. Hey, c'était une autre OK. époque, hein? Et sainte, je retournerais tellement pas là. Je retournerais pas là. Mais j'ai eu du fun. Je regrette rien. Ah, écoute, c'est ça l'idée, hein? Ouais. C'est de vivre chaque étape de notre vie comme ça doit être fait. Puis de Puis toi, même, à ce t'en regrettes moment-là, rien. tu étais pas mal plus réservé. Je suis encore réservé. Je n'avais pas Ah, remarqué. c'est drôle, moi aussi, j'ai comme une double personnalité. Fait que quand je travaille pas, quand je suis pas dans le public, OK. je suis un gars qui aime ça, être seul. OK. J'aime ça être dans la nature. Comme tu peux voir ici, je suis en campagne, Oui. mes chiens, les poules. OK. Fait que j'ai pas de difficulté avec le côté d'être tout seul. OK. Je vis bien ça, j'en ai besoin de connecter avec la nature. Je sais que tu aimes bien la nature, toi aussi. Oui, énormément. Ouais, Ouais. je suis une fille de plein air. Puis d'un autre côté, mais il y a un côté peut-être, je suis pas nécessairement extroverti, mais avec le temps, j'ai appris à développer d'autres talents. Je me suis adapté, comme ils disent. Oui, c'est ça. Tu sais, n'as quand pas j'ai eu le comme- choix, là. J'ai pas eu le choix parce qu'effectivement, si tu te souviens, au Dagobert, j'étais pas le gars. Tu étais très réservé, tu parlais peu au monde. Tu étais sympathique, là, mais pas plus. Tu sais, t'étais... Ouais. Ben, tu sais, moi, je venais de la Côte-Nord. Fait que Quand OK. je suis arrivé en ville, ça a été un choc culturel. Puis le fait d'être différent, parce que j'étais très costaud, Oui. fait que ça m'a ouvert les portes pour travailler dans un club comme portier. Ben oui. Là, j'avais appliqué comme barman, mais ça n'a pas marché. Puis là, ça a été, sans dire que ça a été difficile, là, ça a été un bout, là, je te dirais qu'il a fallu que je travaille sur moi pour... La maîtrise de soi. Je prenais l'autobus de ville pour aller au cégep, parce qu'à ce moment-là, j'allais au cégep Sainte-Foy. OK. J'étais trop gêné pour tirer sa corde pour arrêter. Parce que tout le monde, je pesais déjà 300 livres, fait que c'était comme si j'étais un martien. Tout le monde me checkait, puis j'avais des difficultés avec le regard des autres. Eh boy. Fait que j'attendais que quelqu'un tire sa corde pour débarquer, fait que des fois, je débarquais pas à mon arrêt. Hey, c'était Ouais. intense. Ah oui, c'était intense. C'était intense. Fait que j'ai travaillé pas mal. Hey! Puis après ça, pour aboutir devant les caméras. Comment? Tu as fini par aboutir devant les caméras. Tu sais, je veux dire, tu passes de je veux pas trop que les gens me regardent, je veux pas trop que les gens me voient à je me retrouve devant la télé, à la télé. Ah, mais puis, ça a été un gros cheminement. Puis, tu sais, d'un côté, j'ai vécu une forme d'intimidation parce que moi, je me faisais mettre de côté à cause de mes différences OK. physiques. OK. Fait que c'est ce qui faisait que je n'aimais pas attirer l'attention sur moi parce que généralement, cette attention-là, elle était à prime abord négative. Parce que quand tu es jeune, les différences dérangent. Tout le temps. Donc, le fait d'être plus costaud faisait que je me faisais pas intimider physiquement, mais se faire mettre de côté, se faire ignorer, OK. ça t'amène à vivre certains ressentiments, des sentiments que tu vis que tu n'es pas nécessairement bien avec ça. Fait que quand je suis arrivé en ville, c'est comme là, si tout d'un coup, là, wow, tout le monde te regarde. Tu sais, mais moi, c'est à Côte-Nord, le monde, ils sont habitués, ils te voient tous les jours, ils te voient plus. OK. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, partout où j'allais, j'attirais l'attention, puis je la voulais pas, cette attention-là. Puis, pour revenir aux caméras, cette transition-là, c'est faite à cause des compétitions d'hommes forts. Parce que quand j'ai commencé à faire des compétitions d'hommes forts, mais là, j'ai pas eu le choix. Ah oui. Je me Tu ramassais avais des devant... entrevues. Oui, j'avais des entrevues. Mais je pense que ça a été une bonne école. La police m'a aidé beaucoup aussi, parce que comme policier, il faut que tu interviennes puis que tu prennes charge. Il y a Ouais. une situation, tu arrives là, c'est ta scène, il faut que tu t'en occupes. Donc, cette évolution-là m'a emmené éventuellement à me diriger vers les médias et que ça fonctionne. Donc, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai appris à maîtriser. Puis je pense que ça démontre que finalement, on peut tous évoluer quand on est prêt à mettre le travail, Oui. puis on finit par apprendre les rudiments et savoir quoi faire. Ça montre à quel point, tu sais, l'environnement ou les événements extérieurs moulent la personnalité de quelqu'un progressivement. C'est fou, ça. Tu sais, bon, je travaille en parentalité, là, tu sais, puis là, le parent, des fois, va me dire, ben tu sais, mon enfant, c'est un anxieux. Ouais, attends, ça se peut que dans 10 ans, il ne soit pas anxieux, pas en tout. Ça se peut qu'il ait développé son courage à travers toutes sortes d'activités. Mais si je pense à moi, ma fille était tempérament très, très introvertie. Elle a été animatrice d'un camp familial. Écoute, ça a changé sa personnalité complètement. Elle arriverait ici, elle serait hyper à l'aise. Elle est devenue... Elle a encore son côté introverti, mais est devenue là, tu sais, quelqu'un qui prend une
beaucoup de place, puis ça moule beaucoup. C'est fou comment on peut changer. C'est drôle parce que le côté introverti, on le perd jamais. C'est juste qu'à un moment donné, on a appris à maîtriser ça, puis on sait comment l'utiliser, puis tout d'un coup, c'est comme si tu prends en charge. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques exactement, c'est quoi tu fais? Moi, je suis coach familial. À la base, je suis éducatrice spécialisée. Ça fait 30 ans et des poussières. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai travaillé longtemps justement dans les centres jeunesse avec les adolescents en troubles de comportement. J'ai été famille d'accueil avec eux autres. Après ça, quand je suis devenue maman, là, l'horaire de jour, de soir, de fin de semaine, se faire lancer des chaises, cracher d'en face, ça m'a donné plus de temps. C'est quand même très violent là, comme milieu. J'allais travailler en milieu scolaire, mais là, je suis devenue maman monoparentale. J'arrivais pas. Là, en milieu scolaire, c'est souvent des heures coupées. Puis, j'ai abouti en CLSC. J'ai travaillé en CLSC pendant 7 ans. Puis, progressivement, un peu par hasard, je suis devenue conférencière, formatrice, donner des formations dans les écoles, dans les garderies. J'ai tout le temps une grande gueule, moi. Tu sais, toi, tu étais introverti. Moi, j'ai tout le temps été extraverti. Là. J'ai donné ma première conférence, j'avais 9 ans dans la vie. Fait que, des conférences, je me suis mis à avoir des gens qui venaient me voir en disant, puis là, c'était à la mode du Super Nanny à la télé à ce moment-là, puis ils disaient, ben tu sais, toi, Puis ma job au CLSC, c'était d'aller à domicile donner un coup de main aux familles qui avaient des problèmes avec leurs enfants. Et là, ben, dans les conférences, les gens venaient me voir, ils disaient, ben tu sais, tu viendrais-tu chez nous? Je dis, ben non, c'est pas mon territoire. Je dis, ben oui, mais on serait prêt à te payer. Ah, maman monoparentale cassée, ça faisait bien. Madame qui est capable de faire des affaires aussi, un petit côté en femme d'affaires. À ce moment-là, je pensais pas. Moi, j'avais dit que je serais jamais en affaires, que je serais jamais un patron. Sauf que, je veux dire, j'arrivais hyper serrée avec ma fille, puis je trouvais que j'avais jamais d'argent pour qu'on se paye des gâteries, des sorties, puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, j'avais ouvert un compte fun. Et mes conférences, quand je donnais des conférences, allaient dans le compte fun. Après ça, le coaching, là, à ce moment-là, ça ne s'appelait pas du coaching familial. Mes interventions à domicile, au privé, allaient dans ce compte-là. Fait que là, la semaine, quand elle allait chez son père, je travaillais plus. Puis, progressivement, ça a pris de l'ampleur. Puis, je suis allée me former en coaching. À la base, pour une raison qu'on ignore, je suis allée suivre une formation en coaching d'affaires. Et... puis je voulais pas me lancer en affaires. C'est ma sœur, qui est mon adjointe maintenant, qui avait suivi cette formation-là, puis ça y avait parlé beaucoup. Écoute, j'ai suivi mon intuition, je suis allée, puis tout le long de la formation, il parlait, exemple de leadership en affaires, comment... Là, je disais, leadership en affaires, puis le leadership d'une famille, c'est la même affaire. Un bon leader d'entreprise, puis un bon parent, c'est la même chose. C'est juste le véhicule qui est différent. Oui. Puis, mais tu sais, je me disais, ben tu sais, un bon leader, il est derrière, un leader d'entreprise est derrière son équipe, donne des enlignements, accepte de décevoir, accepte de déplaire parfois, mais en même temps, il est à l'écoute, puis il donne des responsabilités, il responsabilise son monde. Puis là, je me disais, ben oui, un bon parent fait ça aussi. Il est là, il est derrière ses enfants, mais il responsabilise, puis il les laisse faire des erreurs, puis assumer les erreurs. Puis là, j'ai développé progressivement une espèce un peu mon approche au niveau du leadership éducatif, puis de la responsabilisation. Fait que c'est devenu un peu mon angle. Puis là, je me suis mis à utiliser des outils, des techniques que j'avais appris dans ma formation en coaching, puis tu sais, les travailler pour les adapter aux familles. Puis, my God, ça allait super bien. Je trouvais que les parents étaient beaucoup plus mobilisés pour aider leurs enfants. Puis que... Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à vulgariser un peu ce que tu devais leur dire au niveau famille pour qu'eux autres le comprennent d'un langage qui est peut-être plus près d'eux? Oui, bien, ça, je te dirais, je pense que le côté vulgarisatrice, ça a tout le temps été... Okay. Ça a tout le temps été une force, ça, pour moi, de comprendre du contenu plus théorique, plus scientifique, puis de comprendre, être capable de faire le switch, puis de dire, ben voici comment ça s'applique concrètement. Puis c'est un peu comme ça que je me suis appognée comme conférencière. Ça, puis de l'humour, puis tout ça. Mais, le coaching a sûrement, tu sais, comme est venu rajouter là-dessus. Communication. Comme leader, il faut que tu sois capable de communiquer ce que tu veux, de partager pour emmener les autres gens à te suivre. L'enthousiasme, le dynamisme, tu sais, le positivisme. Parce qu'on t'écoute,
puis on a envie de t'écouter. Hein. Puis j'ai suivi ça, puis pendant que je suivais la formation, je disais coaching familial. Coaching familial, ça existe? existait-tu? Ben non, ça n'existait pas. Je suis allée fouiller sur Internet, j'ai à peu près rien trouvé. J'avais trouvé des trucs en Europe, mais tu sais, c'était des ateliers de parents puis qui n'étaient pas spécialisés, c'était très général. Moi, je voulais vraiment spécialiser au niveau des problèmes. Les problématiques de l'enfance, c'était ça mon expertise. C'est troubles de comportement, anxiété, intimidation et compagnie. Fait que, et là, ben, j'ai développé progressivement ma propre approche. Puis là, après ça, je suis allée me former en programmation neurolinguistique, d'autres formes de coaching. J'ai fait beaucoup de lectures. Puis j'ai vraiment comme mergé, et boy, bel anglicisme. Intégré? Intégré, merci. J'ai C'est intégré... le petit Hugo. J'ai intégré ce que j'avais comme connaissance, tu sais, au niveau de l'intervention psychosociale avec l'approche du coaching. Puis j'ai développé ma propre approche. Le coaching familial, ça n'existait pas. Donc, tu as créé quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Et tu l'as appelé coaching familial. Exact. C'est-tu juste quand il y a de quoi de négatif qu'on fait appel à tes services? La plupart du temps, je te dirais, là, il y a quelques rares familles qui vont demander des services en coaching familial, parce que là, maintenant, j'ai une équipe avec moi. Là, j'en fais encore un peu, mais pas énormément. Il y a quelques rares familles qui vont dire, ben garde, on aimerait ça juste comme que vous veniez à la maison, parce qu'on se déplace à domicile, on observe comment ça se passe, on aide les parents à ajuster leurs interventions, à mieux comprendre leur enfant aussi, comprendre les causes derrière les comportements, puis ajuster les interventions en fonction du tempérament de l'enfant, ses besoins, etc. Fait qu'il y a quelques parents qui vont nous demander, juste comme on aimerait ça se faire réajuster un peu par rapport à nos interventions, mais la plupart du temps, c'est quand il y a des problèmes. D'ailleurs, j'ai déjà fait appel à tes services. Oui, Parce que moi aussi, j'étais un parent, j'ai un petit garçon. Ouais. Puis, juste pour mettre en situation, fait que on était à l'école Vision. Et je pense qu'il est en première année ou fin maternelle, mais il me semble que c'était en première année. Oui, mais maternelle, je ne me trompe pas. Maternelle? Oui, maternelle. Ça se passait il y avait pas, 5 ans. Ouais, ça se passait pas 5-6 très bien. Ça allait bien, mais d'un contexte où déjà, la maternelle, il apprenait du matériel de première année. Là. C'était très sévère. Puis il était comme un petit garçon, comme les petits garçons souvent plus turbulents, plus énergiques. Puis la direction, on avait pas mal... fâché. Ouais. Oui, comme un petit gars de comme 5-6 ans. Exactement. Tu sais, des fois, tu te fâches pourquoi? Des fois, tu n'as pas les moyens de communiquer nécessairement tes frustrations. C'est ce qui se passe. Puis là, on nous avait référé tes services. Et là, je me souviens, tu étais venu nous voir. Exact. Puis là, ce que j'ai compris, ce que je ne m'attendais pas, c'est pas tant sur l'enfant qu'on travaillait, mais sur les parents. Oui. Oui, bien, en fait, je dis tout le temps, les problèmes de comportement d'un enfant, petit, moyen ou grand, c'est pas la faute des parents, mais c'est les parents la solution. Tu sais, nous autres, comme intervenants, on est là de façon temporaire. Les parents sont là de façon permanente. Fait que nous autres, c'est bien plus payant pour nous de coacher le parent pour qu'il devienne le coach de l'enfant que de travailler directement avec l'enfant. Tu sais, si je travaille la gestion des émotions avec l'enfant de 5-6 ans, ben... Si le parent n'a pas appris. Ben non, c'est ça. Puis que le parent défait un peu ce que j'ai fait, puis que quand l'enfant, je sais pas, moi, tu sais, admettons, ça va arriver, par exemple, que quand j'ai un enfant qui a tendance à frapper, pousser, crier, je vais lui montrer à se croiser les bras, puis grogner, puis faire des yeux méchants. Mais si, quand l'enfant fait ça, le parent fait « Hey, regarde-moi pas de même », ben tu sais, je veux dire, ça marche pas. Il défait tout ce que tu es en train de mettre en place. C'est ça. Si j'ai un parent qui a tendance à céder quand son enfant fait une crise, ben tu sais, je veux dire, je veux bien apprendre à l'enfant la gestion des émotions, mais si c'est payant pour lui de faire une crise, je vois pas pourquoi il arrêterait. Si j'ai des parents que dans le modèle qu'ils donnent, ils ont des modèles d'expression des émotions qui sont très intimidants, ben le jeune va modéliser ça. Fait que, tu sais, oui, on travaille beaucoup. On travaille 80% avec les parents puis 20% avec l'enfant. De nos jours, il y a des coachs pour tout. Oui. C'est quoi la pertinence d'avoir un coach? Ça fonctionne-tu vraiment? Puis t'as pu... y a-tu ce qu'on peut dire? Je n'irai pas jusque-là, mais des gens de charlatans qui s'improvisent avec du coaching puis qui s'en est pas. Là. Il y a énormément de monde qui se nomme coach sans avoir aucune formation en coaching. Puis qui n'utilisent pas les outils du coaching. Puis oui, tu sais, t'as des gens qui vont
s'improviser coach. Là, tu peux avoir Ginette, qui était coiffeuse, qui décide le lendemain qu'elle est coach familiale parce qu'elle a déjà eu 2 enfants puis qu'elle sait comment ça marche. Il faut se méfier parce que le coaching, c'est pas réglementé. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de protection du nom. Donc, quand les gens font appel à un coach, c'est important qu'ils aillent vérifier c'est quoi la formation qu'il y a. Est-ce que c'est quelqu'un qui est solide? Mais ce qui est intéressant, un coach, écoute, tu es un sportif. Tu as clairement eu des entraîneurs. Oui. Moi, là, si je décide là, que je veux justement là, muscler un peu, là, puis je veux... Ma fille s'entraîne beaucoup. Mais tu sais, si je décide que je veux me muscler et être en forme, je peux pas aller au gym 2 fois, regarder les machines, les essayer n'importe comment, puis après ça fonctionne. Qu'est-ce que ça fait un coach? Admettons, en bodybuilding, ben ça analyse un peu ta shape, ça analyse un peu ton état actuel. Ça regarde avec toi c'est quoi tes objectifs, c'est quoi les étapes pour te rendre à tes objectifs. Puis, ben les journées où tu es un peu démotivé puis que ça te tente pas, mais ça te pousse dans le derrière. Puis c'est, go, lâche pas, tu sais, puis ça t'encourage. Puis après ça te regarde travailler, puis il fait, ouais, mais un petit peu plus de même, un peu moins comme ça. Ben un coach familial, c'est la même affaire. C'est un bon exemple, parce que nous autres, dans notre domaine, tu as des gens qui vont suivre une formation d'une fin de semaine, ils sont rendus coach. Oui. Tu sais, moi, ça fait 40 ans que je m'entraîne. Ouais. Fait que c'est juste drôle, parce que parfois, j'en vois ces gens-là qui ont eu leur certification de coach la fin de semaine passée, qui ont 6 mois d'expérience d'entraînement et qui montrent aux autres. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux pas être coach parce que tu as suivi une formation de fin de semaine. Donc, Ginette, qui est coiffeuse, qui s'improvise coach. Elle peut être bien bonne. Tu sais, un bon coach, il y a une formation derrière, une formation solide. Ça se peut aussi que, tu sais, il y en a des gens qui n'ont pas de formation de base et qu'ils ont des compétences extraordinaires. Ça arrive, là. Ça se peut que Ginette soit vraiment bonne. Ils vont pas se ramasser dans l'école. Ils vont pas être référés pour travailler avec des jeunes. Ben, c'est ça. La problématique, c'est souvent, on le retrouve dans le monde de l'entraînement, c'est des gens qui... Ça n'enlève pas leurs compétences, tu as bien raison. Il y a des gens qui sont bons, sont doués, ils font leurs propres recherches, sont autodidactes. Exact. Mais ça reste que faut que tu sois capable de supporter ça avec une forme d'éducation à quelque part. Parce que tu joues avec les gens. Puis là, on parle d'éducation d'enfants. Bien, c'est ça. Moi, je dis, écoute, on fabrique des humains. Là. Quand on est parent, là, on fabrique des humains. Là. Fait que, on peut-tu réaliser, c'est pas banal. Je veux pas qu'on soit sous stress tout le temps, mais on fabrique des humains. Puis ce qu'on fait dans l'éducation des enfants peut avoir un impact sur toute leur vie. Donc, si moi, je suis une intervenante et que je dis n'importe quoi aux parents, puis que c'est basé sur à peu près rien, ben je pourrais créer beaucoup de tort, effectivement. Puis là, tu sais, écoute, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai un DEC, j'ai pas un doctorat, là. Mais t'as peut-être un doctorat de vie, par contre. Oui, mais tu sais, j'ai pas juste un DEC en éducation spécialisée. Chaque année, depuis 33 ans, j'investis sur de la formation. Je lis énormément. Et je vais lire ce que les gens qui ont un doctorat ont fait. Puis moi, ma job, je viens le vulgariser. Puis tu le mets en pratique. Exact. Puis, ben, je ne vais pas dire à un parent comment gérer une crise si j'en ai pas géré des crises. Moi, j'ai géré des solides, des crises, là, des adolescents qui me prennent à la gorge, des chaises qui revolent. J'en ai géré des crises. Et je sais maintenant comment gérer une crise. Donc, c'est pas faites ce que je dis, puis pas ce que je fais. C'est ça. C'est que tu parles par expérience. J'en ai une bonne question pour toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. C'est quoi être un bon parent? Écoute, ça, c'est intéressant. Parce que, tu sais, dans le temps de mes parents, là, les mauvais parents, c'était ceux qui criaient après leurs enfants à temps plein, qui les frappaient, puis qui ne leur donnaient pas à manger ou qui les habillaient mal. Tous les autres, c'était des bons. Et ça marchait peut-être à la maison, par contre? Ouais, mais non, eux autres, c'est des mauvais parents. Ah oui? Des mauvais parents. Tu te fais crier par la tête à temps plein, c'est jamais bien bon. J'ai mangé quelques claques, je peux te dire que j'écoutais. Oui, mais c'est jamais... Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des alternatives aux claques. D'accord, autre que. Mon père ne m'a pas donné temps. Mais quand j'en ai eu... c'est ça. Oui, mais non. Tu sais, je veux dire, qu'un enfant, à un moment donné, pogne la limite, puis que le parent se fâche, aucun problème. Qu'il lève le ton à l'occasion, quand un jeune dépasse franchement les limites, là, quand ton ado tombe aux insultes, puis que le parent se lève, fait « Hey, oh! » Ça va faire. Ça, j'ai pas de problème. Les claques, on n'a jamais réussi à me convaincre que c'était formateur. Moi, là, mon père, là,
je me souviens, il me faisait sortir la main, puis je mettais ma main de main. Puis là, il me donnait une claque sur la main. OK. Puis si j'enlevais ma main, Il y en j'avais avait 2. 2 claques. Parce que la deuxième fois, il tenait la main. Puis je peux te dire, tu la laissais là. Tu pleurais avant d'avoir la claque parce que tu savais que ça allait faire mal. Mais à quelque part, mon père n'avait pas besoin de répéter 2 fois que les choses se faisaient. Je suis pas en train de dire que c'est quoi bon. la relation que tu as avec ton père? C'était pas nécessairement une super relation. Oui, c'est ça. Mais tu sais, encore une fois, ma mère se servait de ça parce qu'il travaillait sur les grands chantiers. Uh-huh. Je vais le dire à ton père. Je peux te dire que ça ramenait les affaires en ordre. Oui, mais après ça, est-ce que toi, tu respectais l'autorité de ta mère? Oui, Ah à ouais? cause de mon père. Ben c'est ça. Moi, ça, j'appelle ça le syndrome du général. OK. Quand une discipline est basée sur la peur, puis là, je suis pas en train de dire, là, on s'entend tout le monde, c'est super important, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas sanctionner les mauvais comportements. On s'entend là-dessus. Mais quand la discipline est basée sur la peur, puis sur un rapport de force, ben à un moment donné, ce que l'enfant comprend, c'est si j'ai pas peur de quelqu'un, j'y dois pas le respect. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui confondent peur et respect. Et là, ben, ils inculquent ça à leur enfant. Fait que c'est comme si ma prof de 4e année, elle mesure 4 pieds 2 puis 100 livres mouillés, ben, je suis pas obligée de l'écouter, elle. Elle me fait pas peur. Fait que... Et dans les familles où la discipline était basée justement comme ça, le père dit « Attends que je le dise à ton père », bien souvent, la mère qui faisait ça, bien, ce qu'elle disait quelque part à son enfant, c'est « Moi, je suis pas capable de t'éduquer. Moi, j'en ai pas d'autorité. » Fait que quand ton père est pas là, ben, tu sais, tu peux faire pas mal ce que tu veux, là. Est-ce que c'est pas une autre forme de... Tu sais, ton père, mettons que c'est le général, ta mère, c'est peut-être le capitaine, dans le sens que il y a comme une hiérarchie qui s'installe. Je comprenais, là, je le comprends aussi, mais ma perception, c'était, à un moment donné, je respectais ma mère parce que c'était ma mère. Tu sais, mais comme policier, c'est un peu ça, parce qu'il y a des affaires qui se transposent dans d'autres formes, dans d'autres aspects de notre société, là. Et comme policier, mais le respect de l'uniforme... Ah, ça... Ouais, exactement. Puis là, pourquoi? Parce que c'est-tu parce qu'on n'a plus peur? Tu sais, il y a un côté là, de sanction, il y a un côté de responsabilité. J'ai l'impression que ça se perd. Tu sais, t'as pas peur de ton père parce que t'as peur de manger une claque. T'as peur de ton père parce que t'as peur de qu'il soit désappointé. T'as peur qu'il se fâche. Ça me va. Tu sais, de dire, je veux tellement... La relation avec mon père est tellement importante que je veux pas y déplaire. J'ai fait une vidéo puis sur ma chaîne YouTube avec ma fille où je lui demandais, puis je savais pas où on s'en allait. Là. On a juste essayé. À ton avis, on a tout le temps une super belle relation. Pourquoi est-ce qu'on avait une si belle relation? Puis là-dessus, elle m'a dit, « Maman, on avait tellement de fun, toi puis moi. On rigolait. Moi, jeune, ma fille me regardait et elle disait « Abracadabra, t'es une poule. » Et là, je gérais la routine du matin en étant une poule. Fait que, tu sais, c'était comme... Ça devait être beau. T'as pas de vidéo de ça? Non, c'est ça. Ah, zut de flûte, j'ai pas de vidéo. mais on avait tellement de fun, puis on rigolait tellement. Puis moi, je suis une fille dynamique, puis tout ça. Fait que le climat était tellement léger, mais quand elle me niaisait, par exemple, je devenais très froide, très distante. Puis mes boys du centre d'accueil, là, j'en ai encore qui s'en rappellent, là, se rappellent encore de ça. C'est que j'étais hyper chaleureuse. Tu sais, on aimait rigoler. J'étais là pour eux autres. Mais quand ils me niaisaient, je venais plate en tabarnouche. Mais j'avais pas besoin de les frapper, j'avais pas besoin de crier pour ça. Je devenais juste très froide, très... c'est ça et c'est tout. Et c'est un peu ça que j'enseigne, moi, au niveau du leadership éducatif. Tu sais, faire une histoire courte, quand j'enseigne le leadership éducatif, je dis il y a 3 pôles. En fait, maintenant, il y en a 5, là, mais il y a 3 postures d'un leader. Première posture, c'est la douceur, la bienveillance. Est-ce que, comme parent, puis ça répond à ta question, c'est quoi un bon parent? Un bon parent dit à ses enfants qu'ils aiment, leur fait sentir qu'ils sont importants, les remercie de jouer avec, tu sais, merci d'avoir joué au toc, de passer. Oui, c'est ça. Je te fais sentir que je t'aime de façon inconditionnelle, même si tu fais des erreurs. Je suis là pour prendre soin de toi. Je t'écoute. Je m'intéresse à ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est le pôle douceur. Ensuite, tu as le pôle fermeté, justement. Moi, je trouve que les enfants ont besoin de fermeté
et de bienveillance. Et là, présentement, on est dans une vague où on a comme... Structure, discipline. Oui, structure, discipline, rigueur. Quand c'est le temps de faire A, c'est pas le temps de faire B. Gestion des écrans. Les parents démissionnent. Là, c'est comme, c'est trop compliqué à gérer. Non, non. Tu as eu des enfants, fais ta job. Je veux dire, c'est trop difficile pour un jeune de s'auto-gérer au niveau des écrans. C'est la job des parents de le faire. Accepte de décevoir tes enfants. Accepte de dire non puis qu'ils soient frustrés. Accepte de faire face à des crises parfois. Aie le courage d'affirmer puis de mettre des limites claires à ton jeune. En même temps que tu lui donnes de l'amour et de la compassion et que tu es à son écoute. Fait que, tu sais, si j'ai un jeune qui... j'ai un ado de 14-15 ans, c'est l'été, elle veut aller à un party, puis je dis non, t'es trop jeune. Bien, moi, comme parent, je mets mes culottes et j'accepte qu'elle soit déçue puis qu'elle argumente, puis que je lui dise non, t'es trop jeune. Puis je comprends que t'es... Fait que dans la douceur, c'est je comprends que tu sois déçue puis je comprends que tu comprennes pas. Mais c'est non. Puis moi, je dis à ma fille, braque, crie, chiale, crache, crie, morve, roule-toi par terre, arrache tes cheveux, ça va être non quand même. T'sais? Fait que être prêt à assumer ça. Et le dernier pôle, pour moi, c'est l'humour. Avoir du fun, le dynamisme, rigoler avec nos enfants, être capable de ne pas trop se prendre au sérieux, de faire des folies. Tu sais, moi, avec ma fille, là, on s'en allait en auto, là, puis là, je mettais la musique dans le piton, puis on chantait comme des folles dans l'auto. Puis des fois, on regardait les gens des autos à côté, puis on faisait « ouais », puis on dansait, tu sais. Puis ma fille se rappelle encore de ça. Puis tu vois, c'est ce pôle-là où elle disait « Maman, on avait tellement de fun, c'était tellement plaisant que j'avais pas envie que tu t'en ailles dans ton pôle d'autorité. » Où là, je devenais plus froide, plus stricte. Puis c'était comme, bon, non, là, ça suffit. Je n'accepte pas qu'il se passe telle chose. Et là, je devenais ferme. Fait que, comme elle sentait qu'elle avait quelque chose à perdre, ben, elle faisait attention. Ou elle se replaçait assez rapidement. Et j'avais pas de besoin d'y faire peur pour ça. Ce qui est drôle, là, mais je le sais pas, vous autres, avez-vous déjà entendu parler de ça? Je vais te dire que nos pères, moi et Alex, il manquait une coupe de pause. Ben, tu vois, moi, là, je t'écoute, puis ça, je trouve ça super intéressant. Et j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Tu sais, ce genre de langage-là, là, on l'entend pas. Non. Il est nulle part. Le seul moment que tu vas l'entendre, probablement, c'est si je t'appelle, puis j'ai un problème avec mon enfant, et que là, tu viennes. C'est pas ce qui manque aux parents, justement. Un genre de fameux guide qui t'expliquerait c'est quoi être un parent? Ben, écoute, moi, sincèrement, là, je pense que les cours en parentalité devraient être presque obligatoires. Tu sais, écoute, pour conduire une voiture, là, je suis obligée d'avoir un cours. Si je veux faire un métier, je suis obligée d'avoir un cours. Et on donne à du monde la responsabilité de fabriquer des humains. Puis là, ben, on sort de l'hôpital avec notre petit guide mieux vivre, là. Puis après ça, c'est tout. Je pense sincèrement qu'il devrait y avoir des cours en parentalité offerts par le gouvernement gratuitement, puis pas un petit cours de 3 heures. Tu sais, moi, j'ai un programme sur 1 an, là, puis on n'a même pas le temps de faire le tour. Et ça devrait être offert aux parents de façon gratuite. Et les parents devraient avoir... Il y a déjà, tu sais, mettons, dans les CLSC, CIUS, de l'accompagnement parental, mais moi, j'ai travaillé là, puis je suis sortie de là parce qu'il me disait, « Nancy, il faut que tu répares une famille complètement dysfonctionnelle en 6 rencontres. » Ah, il y a un peu, là, j'ai un jeune en trouble de comportement, il y a un TDAH, un syndrome Gilles de la Tourette, un trouble d'opposition, il y a des parents qui présentement sont en train de se séparer. Papa, sa santé mentale, c'est fragile. Fait que je vais régler ça en 6 rencontres. Là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens, tu sais. Ça serait payant pour ta business, ça? Obligatoire? Ben oui, je te dis, sincèrement, puis il y a moi, mais il y en a d'autres aussi, des intervenants intéressants en parentalité. Puis on se démène, puis on en fait du stock gratuit. Là, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai une centaine de vidéos gratuites. J'ai 5 formations gratuites d'1 heure. Mais tu sais, j'ai 2 questions. La première, c'est que avant, là, les parents étaient parents, puis on a l'impression que les familles réussissaient. C'est comme si maintenant, on entend plus parler ou que c'est plus problématique. C'est moi qui se trompe ou c'est plus problématique? C'est plus problématique. Je pense que les gens qui travaillent en milieu scolaire vont le dire. La chaîne a débarqué, là. Oui, il y a une augmentation des troubles de comportement.
Il y a plein de raisons à ça. Tu sais, bon, tu as le stress ambiant, tu as l'alimentation qui a changé énormément. L'alimentation, c'est le carburant de notre cerveau. Et il y a vraiment, clairement, là, tu sais, si tu lis là, sur, admettons, les additifs alimentaires, là, puis que tu vas sur les trucs de Santé Canada, tu as des additifs alimentaires que c'est écrit peut causer de l'agitation et des problèmes de l'humeur. Mais on donne ça à nos enfants tous les jours. Fait que, au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose là. Les foutus écrans, ça amène un méchant problème. Ça a changé à partir de quand? À quelle époque? Je te dirais là, un peu après nous autres. À partir des années... des années 70, tu te souviens, tu as comme eu là, une vague de bouffe préfabriquée, puis de bouffe transformée. Puis après ça, ça a empiré. Et maintenant, les gens cuisinent plus. Fait que dans les familles, les gens mangent de la nourriture transformée à temps plein. Donc, si tu rajoutes des ingrédients ou de la nourriture qui t'emmènent à avoir des problèmes. Exact. Avec le manque de compétences. Exact. Puis, tu sais, bon, les écrans, on met des écrans... Je ne serai pas fine, là, mais l'hyperstimulation, des garderies, les enfants ou des horaires du premier ministre aussi. Mais tu sais, puis je ne serai pas fine, là, mais il y a beaucoup de parents qui se servent malheureusement des écrans comme d'une gardienne. Pour faire le job à leur place? Bien, c'est parce que c'est... Tu sais, quand j'arrive de travailler puis que je suis fatiguée, puis que les enfants courent partout pendant que j'essaie de préparer à souper, ça fait bien en tabarnouche de les mettre devant un écran. Quand je suis chez le dentiste puis que mon enfant il parle trop fort, si je donne mon téléphone, ça va bien. Il est tranquille. Quand on était jeunes, ils nous mettaient devant la TV, par contre. Oui, mais c'est pas la même, ça n'a pas le même impact sur le développement du cerveau. Explique-moi. En fait, entre autres, les jeux vidéo sont formulés, sont bâtis pour être addictifs. Plus tu joues, plus tu as envie de jouer. Ils vont jouer sur la même zone qu'une drogue au niveau du cerveau. Ça fait stimuler, sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Bonheur, du plaisir. Exact. Pas du bonheur. La sérotonine va être plus le bonheur. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais la dopamine, c'est le plaisir immédiat, la gratification immédiate. Fait que les jeux vidéo sont basés là-dessus. Pas comme un film. Le sucre fait la même chose. Le sucre fait la même chose. Et là, ben, le jeune produit de la dopamine, donc il devient de plus en plus addict. Et les jeux sont hyper stimulants. Fait que là, le jeune est stimulé très, très, très rapidement. Le cerveau est... Il boit du jus. Exact. Fait que là, c'est un beau combo. Oui. Puis là, le cerveau est ultra stimulé. Puis là, à un moment donné, quand le jeune lâche son écran, c'est plate en tabarnouche autour. Fait qu'il est tenté à retourner sur son écran. Or, en plus de la dopamine, les jeux vidéo stimulants font aussi produire les hormones du stress, l'adrénaline puis le cortisol. Le cortisol va permettre au jeune d'être ultra focus sur son jeu vidéo. Mais là, il passe toutes ses batteries attentionnelles. Tu sais, sa capacité d'attention d'une journée. Là, donc, la vie devient plate parce qu'il vit dans un monde virtuel où il y a plein de plaisir. Quand il débarque, c'est plate en tabarouette. Tout à fait. Et quand il débarque, il n'y a plus de jus de cerveau. Il n'y a plus d'adrénaline non plus parce qu'il s'en est servi. Bien, en fait, au début, quand tu l'enlèves, le jeune sécrète de l'adrénaline. Et là, quand tu enlèves le jeu vidéo, le jeune, c'est un petit baril de poudre. Là, il est ultra boosté à l'adrénaline. Elle va crasher à un moment donné. Là. Oui, mais avant de crasher, il va avoir besoin de la dépenser, son adrénaline. Fait que, ou bien il va être très agité, ou bien il va foutre le trouble, il va écœurer le chien, il va écœurer son frère, il va confronter l'adulte, il va créer une crise qui va lui permettre de exploser puis retrouver le calme. Mais là, après ça, c'est ça, il n'y a plus de capacité d'attention. Là. Il l'a tout gaspillé sur son jeu vidéo. Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. L'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail.
Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça vous prend. Mais là, dans bien des familles, le matin, c'est comme, OK, dépêche-toi, lève-toi. Et, OK, un autre élément aussi. Écoute, on peut se parler pendant 8 heures. On n'a pas de limite. C'est sans limite, notre podcast. On est tellement, nous, comme adultes, surstimulés, pressés, qu'on est beaucoup dans notre tête. Fait qu'on se lève le matin, papa et maman se lèvent le matin, sont dans leur tête, pensent à le bureau, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ah oui, les vidanges, le ci, le ça, les préoccupations financières sont dans leur tête. Ils croisent les enfants. Eux autres, ce qu'ils veulent, les parents, le matin, là, c'est que ça opère. Que l'enfant se lève, qu'il déjeune, qu'il s'habille, qu'il brosse ses dents, puis qu'il parte à temps pour l'école. Fait que... Puis là, le parent a comme pas tant le temps... Ils donnent de l'attention à leurs enfants, mais c'est souvent de l'attention vide. Les enfants se bâtissent, entre autres, à travers le regard des adultes. Je vais bâtir la conscience de ma valeur à travers les yeux de mes parents. Sauf que les parents sont tellement dans leur tête qu'ils n'ont pas le temps de regarder leurs enfants. Donc, ils ne regardent pas leur enfant. Non. Et les seules fois où les enfants reçoivent un regard de l'attention, mais un regard appuyé et de cœur à cœur, là, où le parent est grondé, c'est quand le parent est en torbinouche. Fait que toute la journée, là, à la maison le matin, après ça, il s'en va au service de garde, c'est la même chose. En classe, c'est la même chose. Il revient le soir, c'est la même chose. Tout le monde est dans leur tête, centré sur la tâche. Et là, il va avoir des regards très furtifs. OK, super, t'étais bien, on s'en va. Oui, oui, il est beau ton dessin. Et à un moment donné, c'est juste quand le parent est fâché, il fait « Hugo Girard, qu'est-ce que tu viens de faire là? Là, je suis pas contente. » Et c'est là que l'enfant se sent regarder. Donc, il associe le mauvais comportement au regard de ses parents. Et là, il va le recréer pour avoir l'attention de ses parents. Et c'est quand je me conduis mal que je suis nourrie. Qu'on nourrit mon besoin d'être reconnu, d'être regardé, d'avoir de l'attention. Fait que pourquoi c'est faire que je me conduirais bien? Puis là, de toute façon, sinon, le reste du temps, on va m'occuper aussi pour que moi non plus, je ne dérange pas. Et là, je reviens aux écrans. Le matin, les parents se lèvent, sont dans leur tête, n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, pas le temps de jouer avec eux autres, pas le temps de leur parler, pas le temps d'être dans une relation de cœur à cœur avec eux. On veut qu'ils opèrent. Fait que là, on leur dit, garde, quand tu vas en terminer, je vais te donner ta tablette. Fait que les écrans deviennent une espèce de carotte au bout du bâton. La récompense. Exact. Fait que là, on n'a pas nourri notre enfant dans ses besoins de base. Puis, on lui pousse dans le derrière. Puis là, après ça, on lui donne son écran. On lui donne sa tablette. Et là, on le booste à l'adrénaline et au cortisol. Le cortisol fait que, tantôt, mec arrive à l'école, il n'y aura plus de jus de cerveau. Il n'y aura plus de capacité de se concentrer. Mais quand il va arriver en classe, parce que là, il va avoir été aussi sur sa tablette dans l'auto, parce que ça évite d'avoir à intervenir. Les enfants ne s'entretuent pas sur la banquette arrière pendant ce temps-là. Ils ont chacun leur tablette. Ils ne dérangent pas. Là, je ramasse les tablettes, puis j'envoie l'enfant dans le cours de récré. L'enfant, il est gonflé à bloc d'adrénaline, puis il va être agité à cause du cortisol. Et là, il n'arrive pas à se concentrer. Fait que là, il se fait chicaner. À l'école, souvent, ils n'ont pas le droit d'avoir de tablette. Non. Mais dans les classes, maintenant, il y a de plus en plus... tablettes, là, le gouvernement veut légiférer, alléluia, mais de plus en plus d'écoles fonctionnent justement avec des tablettes ou des ordinateurs, puis l'espèce de smartboard à l'avant. Et ça aussi, c'est stimulant. C'est moins pire qu'un jeu vidéo, mais quand même... Puis on le justifie comme étant un outil de travail. Oui. Y a-t-il des jeux vidéo qui sont pires que d'autres? Oui, tout ce qui est... j'aimais bien, j'ai un collègue qui comparait les jeux vidéo, à l'alcool. Les jeux vidéo, c'est pas un problème. Moi, comme adulte, que je bois de l'alcool, c'est pas un problème. Mais la consommation. La régularité, si je bois une bouteille à tous les jours, on a un problème. Mais aussi, si je bois une bouteille de vin à tous les jours, c'est peut-être moins pire que si je bois une bouteille de fort à tous les jours. Fait que, les jeux vidéo violents, et là, dans beaucoup de parents, malheureusement, qui ont lâché prise, ne surveillent pas ce que leur enfant consomme. Il y a des âges sur les jeux vidéo. Là. Quand c'est écrit 13 ans et plus, là, c'est pas fait pour un enfant de 7 ans. C'est pas fait pour le cerveau d'un enfant de 7 ans. Donc, c'est pas juste une suggestion. Non, c'est ça. Mais beaucoup de parents achètent la paix.
Ah, ben là, mon petit gars m'a dit qu'il a joué l'autre fois chez son ami. Fait que puisqu'il a joué chez son ami, ben je vais lâcher prise puis je vais lui donner ici. Non, attends un peu. S'il joue une fois par mois chez son ami, c'est pas pareil comme s'il joue à tous les jours, à tous les matins, chez vous. Fait que tous les jeux violents, tous les jeux ultra stimulants. Tu sais, quand ton jeune il est là, puis tu comprends qu'il est en train de se stresser. Tu as plusieurs jeux aussi, tu sais. Tu as des jeunes qui... tu as beaucoup de jeux qui sont vraiment bâtis pour créer une addiction. En général, je pense qu'on essaye pas mal de créer ça. Ben c'est ça l'idée. C'est On ça veut en l'idée. vendre. Ben oui. Les jeunes aiment quoi, ce genre de jeu-là? Exact. Dirais-tu qu'on est en train de l'échapper comme société? Parce Tellement. que Tellement. J'ai peur, Hugo, de ce qui s'en vient. J'ai peur de ce qui s'en vient. Bon, on remarque le phénomène du balancier. J'espère qu'on va revenir, là. Mais j'espère être une bonne porte-parole de la fermeté bienveillante puis du leadership éducatif parce que je vois beaucoup de familles où la hiérarchie est inversée. Les parents sont en suradaptation, sont tout le temps en train de marcher sur des œufs pour éviter de frustrer leur enfant. Et dans beaucoup trop de familles, c'est les enfants qui ronnent. Dans un souci d'être dans la bienveillance et dans la douceur, qui est une bonne chose, là. Beaucoup de parents ont comme abdiqué sur l'autorité et sur la responsabilisation. On ne responsabilise plus nos enfants. Nos enfants, présentement, là, ils ont tout le temps un adulte dans le derrière pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Les milieux de vie sont aseptisés pour éviter que les enfants se fassent mal. Ils n'ont pas de besoin de réfléchir. Ils ne vivent pas trop d'inconfort. On s'assure que les devoirs et leçons soient tout le temps faits. Wow, ça va être le fun. Tu sais, je trouve que... ça vient d'où, ça? Tu sais, dans les 30 dernières années, c'est pas arrivé tout d'un coup, là. Ça a été insinueux, ça a commencé à s'installer. Pour qu'on arrive là, que tu me dises aujourd'hui que tu as peur pour l'avenir, c'est pas... Écoute, moi, ça me fait un petit peu. Je trouve que les parents sont mêlés. Et pourquoi sont mêlés? Peut-être parce qu'on est trop d'intervenants à leur donner trop de conseils contradictoires. Puis, tu sais, des fois, je vais le nommer comme ça, là, mais en parentalité, il y a des modes, comme dans n'importe quoi. Puis, il y a des affaires qui vendent bien. Et ça vend bien de dire aux parents, de culpabiliser les parents. Puis de dire aux parents, ben voici la nouvelle approche à la mode, puis voici, si vous faites pas ça, vous êtes des mauvais parents. Puis là, ben oups, t'as une mode de quelque chose, puis après ça, t'as une mode de d'autres choses. C'est qui a créé la mode? Ben les intervenants qui veulent faire de l'argent avec. Et puis là, je dis ça, là, puis je suis une intervenante qui fait de l'argent avec ce que j'offre. Là, tout ce que tu nous dis, là, ça me parle comme parent. C'est ça. Ça me parle comme parent parce que on le vit, on l'entend pas ça souvent, puis ce que tu dis, on devrait l'entendre plus souvent. J'espère que ce qu'on fait aussi aujourd'hui va aider à faire réfléchir, puis peut-être à amener une attention puis de l'intérêt. Moi, je suis une grande partisane de la nuance en intervention. Mais la nuance, ça vend pas. Ce qui vend, c'est le noir ou blanc. Le problème, c'est que tu n'es pas censé, en éducation, de vendre quelque chose. Oui, bien, c'est ça. OK? Donc, je comprends le jeu vidéo, c'est à la maison, mais c'est rendu partout. Là. C'est pas juste à la maison ce qui se passe là. Ils vivent dans les écoles parce que c'est une continuation de la vie de l'enfant. Tu sais, tantôt, tu parlais de la tablette. La tablette, là, on l'utilise pour faire du gardiennage. Mais la gardienne, elle utilise quoi quand tu n'es pas là? La tablette. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que les enfants ne devraient pas avoir du tout de jeux vidéo, de ne pas être exposés aux écrans. C'est l'avenir, puis c'est correct. Mais les parents ont une job à faire. Les parents ont une job à faire, puis pas juste quand ils ont 5-6 ans, là. Quand ils ont 16-17 aussi. Je trouve qu'on laisse les jeunes à eux-mêmes par rapport aux écrans. Le parent a la job de contrôler la durée de temps d'écran. On a la job de checker aussi qu'est-ce qu'ils consomment. Est-ce que le jeune se met dans le trouble? On voit de plus en plus de jeunes de 8, 9, 10 ans se promener avec un téléphone cellulaire et avoir toutes les fonctionnalités dessus. Attends un peu, surveille, parent. Ostine-toi avec ton jeune, puis, tu sais... Permets-toi de ramasser le téléphone cellulaire pendant une semaine. Écoute, j'ai une formation là-dessus où je dis aux parents,
Si vous avez perdu le contrôle sur des écrans avec votre jeune, là, faites un sevrage d'1 mois. Ah, ils viennent tous blême. Hey, ça va être l'enfer. Ben oui. C'est parce que c'est pas leurs enfants. Ils sont en train de penser à eux autres. Oui, ça va être bien trop dur. OK, mais attends un petit peu, là. Là, tu priorises les besoins de qui, là? Ton jeune ne va pas bien. Puis là, je suis pas obligée de... Tu sais, je dis pas que tous les parents devraient sevrer leur enfant pendant 1 mois. Mais si ton jeune l'a échappé, puis qu'il y a plus d'autres intérêts, puis qu'il y a du mal à trouver de quoi s'occuper autre, puis que quand tu enlèves son écran, c'est l'enfer. Si ses notes ont descendu, puis qu'il s'isole dans sa chambre la plupart du temps, bien, il est temps que tu fasses quelque chose. Depuis tantôt, tu parles de parents. Tu sais, à quelque part, comme parent, tu peux pas donner ce que tu n'as pas eu. Donc, ça a dû commencer quelque part, le manque de passation d'outils pour être un bon parent. Écoute, j'ai l'impression que... puis j'aime bien la nuance, OK? On s'entend là-dessus, fait qu'on ne va pas mettre tous les parents dans le même panier. Ceci dit, il y a beaucoup de parents actuels que c'est la première génération d'enfants rois. De parents surprotégés, mettons. Tu sais, d'enfants surprotégés. Fait que t'as des parents actuellement qui ont été élevés dans Watt. C'est quoi l'époque des enfants rois? On parle de quelle année? Bien, je te dirais à partir là, des années 80-90. Là. Et pourquoi que ce phénomène-là a commencé? Bien, il y avait justement des approches à la mode, mais aussi, tu sais, moi, là, ma mère, là, c'est la 11e d'une famille de 12. Ma grand-mère, là, elle s'est jamais demandé combien d'enfants elle voulait. Fait que dans le temps, il faisait des enfants pour avoir de l'aide sur la ferme, puis tu sais, ma grand-mère s'est trouvée un petit gars propre, puis elle l'a marié, puis après ça, elle était enceinte. Tu sais, les gens se posaient pas de questions. L'avènement de la contraception a amené des parents à faire comme « moi, je choisis d'avoir un enfant ». J'ai la possibilité. Donc, les parents d'aujourd'hui, puis même depuis quand même plusieurs années, ils deviennent parents parce qu'ils ont envie d'être parents, sont prêts à s'investir. Donc, et certains d'entre eux se sont surinvestis dans le rôle parental. Parce qu'ils avaient fait le choix d'avoir un enfant, ils ont décidé d'essayer d'être le meilleur parent du monde. Et avec les meilleures intentions du monde, ont surprotégé leur enfant. Éviter. Puis là, ben, tu sais, c'était comme le bonheur des enfants, faut que les enfants soient bien. Et là, t'as beaucoup de parents qui, à ce moment-là aussi, tu sais, financièrement, on a eu une période, hein, tu sais, quand même financièrement facile. Fait que tu as eu des enfants qui ont été gâtés au niveau monétaire, qui ont fait 1000 voyages, qui ont eu, tu sais, des activités à toutes les fins de semaine, et des parents qui, avec les meilleures intentions du monde, ont tout fait pour éviter que les enfants vivent des frustrations et ont tout fait pour que leur vie soit facile. On a beaucoup, avec raison, on était parti d'une discipline qui était très basée sur la peur, très basée sur on casse les enfants, puis on a voulu pousser vers une discipline qui est beaucoup plus relationnelle, jouer avec ses enfants, raconter des histoires, prendre le bain avec eux, c'était correct. Mais tu sais, c'est un balancier. Hein? Fait que là, t'en as plusieurs pour qui le balancier est allé un peu trop loin. Et là, ben c'est devenu l'enfant devient le centre de l'univers à la maison. Et on fait tout pour qu'il n'y ait pas de difficultés et qu'il n'y ait pas d'inconvénients, qu'il n'y ait pas d'inconfort. Mais là, ces enfants-là qui ont grandi dans ces milieux-là deviennent parents maintenant. Je t'écoute, là, puis j'ai l'impression que c'était un peu le jour de la marmotte. Oui. Dans le sens que, à une autre époque, on éduquait par la peur. Ensuite, on a changé. Fait qu'à chaque époque, le parent n'a jamais les aptitudes nécessaires pour faire la job de parent parce qu'on n'y a jamais montré. Exact. Donc, tout ce que tu nous as parlé au début, que je trouve super intéressant, ouais. Personne n'en parle de ça. Non. Tu sais, on passe une grande partie de notre vie, ou la plupart de notre vie d'étudiant, à apprendre à compter, à analyser, à lire, à écrire, mais ils ne nous montrent pas à gérer nos émotions. Et l'être humain est un être purement émotif. Exact. On vit des émotions tout le temps. On veut choisir la chemise qu'on va mettre. On va la prendre parce qu'aujourd'hui, ça me tente de porter du rouge parce que je me sentirais bien en rouge. Ouais. Tu sais, fait que c'est-tu une partie du problème aussi? Ben, tu sais,
La personne qui a été élevée par des parents qui étaient plus dans de la violence éducative. Qui a grandi avec des parents qui n'étaient pas assez investis ou qui criaient beaucoup. Souvent, quand il devient parent, peut avoir tendance à aller dans l'excès inverse. Et là, ben, l'excès inverse va donner un autre problème. On a tendance à aller dans les excès. Et c'est pour ça que je suis tant amoureuse de la nuance. On peut-tu comme essayer de trouver une espèce de juste milieu en éducation, donner des outils aux parents, donner des outils, oui, c'est ça, tu sais. Dans mon approche, souvent, il y a beaucoup d'intervenants qui vont dire aux parents quoi faire. Utilise la méthode 1, 2, 3, premier avertissement, deuxième avertissement, sanction. Non, mets-toi à sa hauteur, puis prends le temps d'y expliquer. L'autre dit non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est lui donner des choix. Et on va souvent donner des techniques aux parents, puis, ben, tu sais, comme tout va vite, les parents veulent des techniques. Tu sais, fait que je vais essayer la technique à ma tante Ginette, puis je vais essayer la technique du docteur machin truc, tout ça. Mais on dit pas aux parents comment utiliser ces méthodes-là. Quand est-ce que l'une est meilleure puis l'autre moins bonne? Mais on donne des méthodes. Or, c'est un humain qui, à travers son humanité, éduque un autre humain. Fait que si, comme adulte, moi, je viens d'une famille où ça criait beaucoup, puis que je porte plein de blessures... Que j'ai jamais soigné. Que j'ai jamais soigné, ben quand je vais essayer d'appliquer la technique du docteur machin, je vais l'appliquer tout croche. Et là, je risque d'être, tu sais, comme en déséquilibre. Donc, ou bien je vais l'utiliser, je vais appliquer la technique, tu sais, par exemple, la technique 1, 2, 3, c'est une bonne technique, là. Mais tu sais, si c'est « Hey, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, au coin », je veux dire, c'est agressif. Mais si je suis à l'inverse, puis que je suis dans... Là, mon loulou, là, hein? Là, c'est ça, c'est le premier avertissement, mon cœur. Là, regarde maman. Fait que si je l'utilise de façon trop brusque et agressive, c'est pas bon. Si je l'utilise comme un spaghetti trop cuit, trop mou, et avec trop de douceur, c'est pas bon non plus. Fait que, tu sais, je reviens encore à mon leadership éducatif. La parentalité, c'est une posture, c'est pas une technique. Tu sais, c'est pas une question de technique. C'est pas... Oui, les techniques sont intéressantes, puis j'en donne des techniques, mais je dis souvent, la technique que tu vas utiliser va compter pour 30% du résultat. Ton attitude, ta posture, ton mindset, ta conviction, ta rigueur, ta constance. Oui. Ton implication, de la capacité que tu auras d'être dans la fermeté bienveillante, c'est ça qui va faire la différence. Puis ça, il faut que tu travailles sur toi là-dessus. Il faut que les parents travaillent sur eux. Là, tu n'aimeras pas ma prochaine question. Ah oui, donc. J'aime ça quand j'aime pas ça. Écoute, on parle beaucoup des parents depuis tantôt, mais nos enfants passent plus de temps avec leurs professeurs qu'avec leurs parents. Donc, le milieu scolaire a, lui aussi, un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Je ne suis pas certain qu'on est équipé pour je te dirais que le milieu scolaire, je vois la même propension à partir d'un extrême à l'autre. Il y a quelques années de ça, je me battais dans les écoles pour que les profs soient un petit peu plus dans la bienveillance. Parce que je trouvais qu'ils étaient beaucoup dans le cassage d'enfants, puis beaucoup dans les sanctions. Puis parfois, tu sais, je trouvais qu'ils étaient même dans l'humiliation à ce moment-là. Et là, je vois l'inverse. Là, je rentre dans les écoles, puis tu as des jeunes qui insultent, frappent d'autres élèves. C'est comme, on va discuter avec lui, on ne peut pas donner de sanctions, il ne faut pas donner de conséquences, puis surtout pas des punitions. Je fais, attends un instant, là. Oui, on va discuter avec, c'est correct, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe pour lui. Ouais, mais, tu sais, ce jeune-là, là, présentement, là, on a compris que ses parents sont en train de se séparer. Fait qu'on va pas le sanctionner. Ouais, attends un petit peu, l'effet de l'intimidation, petit brin, là. Je veux dire, c'est comme... Et pourquoi qu'on peut pas? Il y a comme une vague, là, présentement, de... Puis j'adhère aux approches de parentalité et de discipline positive, OK? J'aime ça et je l'enseigne même. Mais le problème, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. On fait comme, OK, puisqu'on va aller vers quelque chose de plus positif, essayer de comprendre les causes derrière les comportements. C'est le thème de mon premier livre, Parents gros bon sens, c'était ça. Comprendre les causes derrière les comportements, puis travailler plus sur la cause que sur le comportement. Mais pas que. Les gens confondent comprendre et tolérer. Fait que c'est comme si... Je trouve que les profs aussi manquent de formation. Ils manquent de formation sur, justement... Il manque de formation, puis il manque de moyens. Et présentement, pauvre. Puis là, tu sais,
les profs... Il manque de main-d'œuvre aussi. Il manque de main-d'œuvre. Il manque de formation. Ils ont de plus en plus d'élèves en troubles de comportement puis en troubles d'apprentissage dans leur classe. Les classes ont grossi. Il manque de soutien. Il y a de l'instabilité au niveau des directions d'école, du personnel scolaire. Tu sais, une des choses épouvantables moi, que je vivais quand je travaillais en milieu scolaire, c'est tu es éducatrice spécialisée dans une classe, dans une école, tu crées un lien fort avec des jeunes en troubles de comportement puis qui vivent parfois des choses atroces chez eux. Mais l'année prochaine, il faut que tu ailles au bassin. Et là, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ton poste. Parce que les postes sont réattribués à chaque année. Fait que ça change d'intervenant à chaque année. Il manque d'orthopédagogues, de psychoéducateurs, d'éducateurs spécialisés partout. Fait que là, les profs gèrent pas mal plus que ce qu'ils seraient supposés gérer, avec pas mal moins de moyens, puis avec des jeunes qui ont plus de besoins. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, c'est des humains. Avec plus de jeunes. Puis là, ben, eux autres aussi sont mêlés au niveau des approches. On nous a dit d'arrêter de punir, puis d'arrêter de sanctionner. Fait que ça veut dire qu'on les écoute. Mais là, j'ai pas le temps de l'écouter. Fait que moi, l'écouter vite. Mais je vais pas y donner de sanctions parce qu'on nous a dit que c'était de la violence éducative de donner des sanctions. Fait qu'on donne plus de sanctions. Mais là, écoute, ils sont mêlés. C'est pauvre, quoi. Fait que, tu sais, je voudrais pas les blâmer. Ils font bien de leur mieux avec les moyens qu'ils ont, là. Écoute, le portrait que tu viens de nous faire du système scolaire n'est pas très encourageant. Non. Je dirais même très négatif. On peut-tu s'en sortir? Est-tu trop tard? Écoute, je pense sincèrement là, que là aussi, pour les écoles, il y a une job à faire de formation puis d'enlignement ministériel. Pour que les écoles aient des lignes de conduite un peu plus claires, un peu plus nuancées. Parce que là aussi, on est parti d'un extrême, on est allé à l'autre. Il y a des choses qui s'en viennent qui sont quand même intéressantes, là. Présentement, il y a des vagues d'embauche dans les écoles d'aide à la classe. Qui seront malheureusement pas, encore une fois, des gens qui sont tout le temps formés. Tant qu'à moi, ça aurait été tous des éducateurs spécialisés. Il y aurait eu un éducateur spécialisé par classe. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Diminuer le nombre d'élèves par classe, c'est pas des choses qui aideraient? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de profs. OK, mais là, c'est parce que c'est une roue sans fin, finalement. Mais là, il va y avoir de plus en plus des aides à la classe. Malheureusement, il va falloir que ces gens-là soient formés. Ils vont faire quoi, les aides à la classe? Ils vont soutenir le prof dans l'application de la discipline. Tu sais, admettons que j'ai un jeune là, qu'il faut qu'il sorte de la classe. Parce On est rendu là. Ben oui. Ça te prend quelqu'un qui est affecté à la discipline dans une classe. Ah, Hugo, il faut que tu ailles dans une école. Oui, mais mon problème, c'est pourquoi qu'on est rendu là. Ma question est ça. Écoute, mais c'est ça, c'est multifactoriel, là. Ben, l'instabilité, le post-COVID, les jeunes, je te disais, ont comme 2 ans de retard au niveau du développement de leur habileté sociale, 2 ans de retard au niveau du développement de l'adaptation à des règles de société. Ils ont été 2 ans chez eux à être devant des écrans et à faire pas mal ce qu'ils voulaient parce que leurs parents travaillaient. Fait qu'ils arrivent à l'école puis ils sont pas outillés, là, ils manquent d'outils. Le COVID, as-tu le dos large ou c'était pas commencé avant? C'était déjà, il y avait plein de choses qui étaient là. On a vu dans les années avant le COVID une détérioration des climats de classe puis des climats d'école avec une partie de parents qui l'échappent à la maison puis qui mettent de moins en moins de règles puis qui sont de moins en moins rigoureux et constants dans l'application du cadre. De plus en plus de parents aussi qui sont dans de la bienveillance excessive. Ça ne devrait pas s'appeler de la bienveillance parce que de la bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux. Ouais. Puis le bien d'un enfant, c'est d'avoir... C'est de l'éduquer. Ben oui, ça, je veux dire, ça prend un cadre. Si je veux le bien de mon enfant, mais en tout cas, bref... une partie de parents qui ne mettent pas suffisamment de cases, une partie de parents qui surprotègent, qui font de l'ingérence aussi en milieu scolaire. Fait que là, le prof marche un peu sur des œufs. Puis, bien, en voulant bien faire, c'est qu'il n'y a jamais de bonne façon. T'sais. En voulant bien faire, on a voulu faire de l'intégration à tout prix d'enfants avec des retards de développement, d'enfants avec des particularités. Mais là, à un moment donné, il y a comme une limite à la capacité d'un prof de gérer dans sa classe 8 enfants avec des TDAH sévères, un autre qui a un syndrome de la Tourette, 2 qui ont un TSA, l'autre qui a un trouble d'opposition. Je veux dire, c'est comme, ça devient tough. Effectivement, tout ça devient tough parce que j'ai comme l'impression qu'on a développé et
tout le monde a été diagnostiqué avec un problème. Tu sais, dans notre temps, là, le jeune qui était hyperactif, je devais l'être hyperactif, puis je le savais pas. Puis on a passé quand même au travers du système. Puis, tu sais, mais j'écoute tout ça, je regarde ça sérieusement. Mais il y en a plus. Je tombe sur le derrière. Là. Ouais. Quand tu es rendu que ça te prend un bouncer pour être capable de donner un cours en classe, il y a un sérieux problème. Là. Hey, mais oui, puis tu sais, l'augmentation dans les écoles secondaires, tu sais, as de l'augmentation de la violence envers les enseignants, mais intense, là. Si j'ai pas une bonne note sur mon bulletin, je vais scratcher ton char. Oui. J'ai une solution pour vous autres. Ça prendrait des gars comme moi qui allent donner les cours. T'as pas besoin de faire la discipline, ça va bien aller, ça va écouter. Puis t'auras pas besoin de faire nécessairement d'être le méchant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que si tous les profs avaient ta chaîne, peut-être qu'il y aurait plus de discipline dans les écoles. Je trouve pas que, tranquillement, pas vite, c'est comme si on faisait un 360 puis on se redirige vers les vieilles valeurs. Oui. C'est le balancier, le foutu balancier. On est parti d'un encadrement d'une discipline qui était très coercitive. Une grosse rigueur. À quelque chose de très mou. À là, tu sais, j'espère, puis on est plusieurs intervenants, on espère revenir à quelque chose qui est plus nuancé, qui est plus dans l'équilibre, qui est justement dans ma fameuse fermeté bienveillante, la posture de leader de l'adulte. Et j'espère qu'on va revenir là, mais à mon avis, on va glisser de l'autre bord. Là, parce que là, on a parlé des parents. On a parlé des professeurs. Combien de réformes en éducation au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années qu'on a vécues, ou est-ce qu'on a supposément une solution qui va tout changer? Puis encore une fois, c'est avec des meilleures intentions. Hein? Tu as quelqu'un qui regarde le système scolaire et qui se dit, bien, il y aurait vraiment des améliorations à faire. Et c'est vrai. Parce qu'on enseigne la matière scolaire de la même façon qu'il y a 30 et 50 ans. Pas si pire que ça, c'était pas pire. Mais, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui sont différents. Fait qu'il y a de l'adaptation. Tu sais, entre autres, là, je te donne un exemple. Une des choses fantastiques qui est arrivée avec les réformes, c'est on fait travailler un petit peu plus les enfants en équipe. Fait que là, ben, tu sais, ça amène plein de beaux apprentissages. Prendre sa place, donner son opinion, respecter l'opinion des autres, etc. C'est cute. Fait que c'est une belle intention, qu'il y a des beaux résultats. Mais si tous les travaux se font en équipe, ben tu as des jeunes qui travaillent pas, qui étudient pas, puis qui réussissent à avoir des bonnes notes parce que leur équipe travaille. Ouais, mais non. Et ben des jeunes de 6-7 ans, ben sont peut-être pas encore équipés pour faire des travaux d'équipe. Mais tu sais, puis ces réformes-là, toutes ces belles réformes-là sont basées sur des belles intentions. Mais le prof, il faut qu'il se forme, il faut qu'il se réadapte, il faut qu'il change sa façon de faire. Là, il est en déséquilibre. Puis là, oups, il arrive une nouvelle réforme. Là, ton travail d'équipe, là, c'est tout ça quand ils disent qu'un jeune, maintenant, ben, il ne peut pas échouer, il faut qu'il passe. Donc, tu as une note que tu devrais échouer, mais on va te donner la note de passage. C'est-tu le concept d'équipe, ça? Non, c'est un autre concept. Mais tu sais, ça aussi, c'est une bonne intention à la base. On se disait, bien, au lieu de faire échouer les enfants, de laisser un enfant se planter, puis de le faire échouer à la fin de l'année, puis qu'il redouble, c'est dur pour son estime personnelle, puis bon, c'est dur pour sa motivation. Fait que tu as des jeunes que ça les induisait ça les envoyait vers du décrochage scolaire. Fait qu'ils ont dit, bien, pour réduire le décrochage scolaire, on va pas les faire échouer. On va leur donner plus d'outils pour qu'ils échouent pas. Mais là, c'est devenu, encore une fois, manque de nuances. C'est tous les enfants n'échouent plus. Puis là, ben, on n'a pas tant de monde qui peuvent les aider parce qu'on manque de personnel. Fait que ils ont des cours, ils ont un peu d'orthopédagogie, mais pas tant. Mais là, l'année prochaine, on va être mieux. Mais là, finalement, il n'y a plus aucun redoublement. Fait que ça ne marche pas non plus. Tu sais qu'un jour, cet enfant-là va être sur le marché du travail. Oui. Donc, il y a certaines compétences qu'il n'aura pas développées. On va y avoir donné. Fait que lui, il y a un diplôme qui dit qu'il a les compétences. C'est ça. Ben oui. Fait que, mais c'est pas tout à fait pas correct. Le problème, c'est plus le côté universel. Ouais, je comprends, mais c'est quoi le bout de correct? Tu me dis, c'est pas tout à fait pas correct. Moi, dans ma tête à moi, là, c'est sûr que là, je suis peut-être biaisé par mon opinion, là, mais moi, comme athlète, là, je veux pas gagner. Tu sais, le concept, je gagne parce que je suis le meilleur. Oui. Fait que si je gagne pas, puis je le sais que je vais pas gagner, mais travailler plus fort pour revenir, puis être le meilleur. Tu sais, mais quand on compétitionne, puis il n'y a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants,
C'est quoi que tu apprends là-dedans? Encore une fois, nuançons. La nuance. Si un jeune... la motivation, là, c'est basé sur la réussite. Plus je réussis dans la vie, plus je suis motivé. Plus je suis motivé, plus je fais d'efforts. Plus je fais d'efforts, plus je suis motivé. Plus je réussis, plus je suis... En tout cas, bref, c'est assez simple. Fait que, comme athlète, au fur et à mesure que je gagne une course, que je gagne un trophée, ça augmente ma motivation, qui va me faire travailler encore plus fort. Et bon, c'est sûr que là, si tout le monde gagne, tu viens de tuer la motivation. Non, mais c'est pas tout le monde qui gagne, c'est pas vrai. Chaque compétition, tu as un gagnant, et tous les autres, on va dire, OK, c'est des perdants pour l'exercice. Ouais. Mais en quelque sorte, l'échec en soi est un moteur d'apprentissage. Si tu as déjà eu des réussites, si tu as aussi des réussites. Oui, mais il faut qu'il y en ait. Mais, tu sais, de me faire passer ou de me faire gagner parce qu'il faut pas que j'échoue, C'est là le problème. et c'est là le problème. Moi, je comprends rien de C'est ça. ça. C'est là le problème. Fait que, tu sais, si un jeune, par exemple, à l'école, il accumule les échecs scolaires. Son estime de soi descend. Puis, à un moment donné, ben, sa motivation descend parce que quand il aborde un nouveau travail, il y a dans sa tête, dans son conscient et dans son inconscient, c'est « moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, je réussirai pas. Ça va être difficile. » Il lit la première question, il comprend pas, il bug, il démissionne. Il démissionne, il a une mauvaise note. Il échoue encore. Puisqu'il échoue, ben, la fois d'après, il met encore moins d'efforts. L'idée, à la base, c'était de faire vivre des réussites aux enfants. En disant, ben s'il vit des réussites, il va être plus motivé, puis il va plus faire d'entre eux. Tu as compris le principe? Le problème, c'est que comme ça a mal été enseigné ou mal été utilisé, ben ils ont dit, ben on va faire vivre des réussites à l'enfant, pas en lui donnant des outils, pas en lui donnant des défis à sa hauteur, mais en le faisant passer même s'il ne méritait pas sa note, pour pas nuire à sa motivation. Fait que là, ben le jeune enregistre que ben j'ai pas besoin de faire d'efforts pour réussir, parce que je vais réussir de toute façon. Fait qu'on se retrouve avec l'effet inverse à celui escompté. Ce qui aurait dû se passer, c'est de dire, OK, il devrait y avoir une évaluation, puis ça se fait là, dans plusieurs cas, une évaluation de l'enfant, dire, OK, lui, il en est où? Par exemple, dans son cheminement scolaire, où est-ce que ça bug? Comment est-ce qu'on peut l'aider à ce que ça bug moins? Admettons que c'est au niveau de la lecture. Quels sont les outils qu'on peut lui donner? On peut-tu lui donner des livres qui sont peut-être pas de son âge, qui sont peut-être plus jeunes que son âge, mais pour qu'il lise et qu'il s'entraîne à lire et à avoir du plaisir à lire, puis qu'il vive des réussites. Puis là, après ça, on va augmenter le niveau de difficulté pour qu'il aille rejoindre les autres. Parce que tu comprends que ton jeune que tu fais passer de première à deuxième année, qui se ramasse en troisième année, qu'on n'a pas fait échouer alors qu'il aurait dû, tu es obligé de donner un livre de première année pour qu'il apprenne un livre, ce qu'il aurait dû apprendre en première année. Donc, est-ce que le parent, c'est là que... Il accumule du retard, il est de plus en plus en décalage. Là. Le rôle du parent, c'est de travailler avec son enfant quand que ça se présente pour voir avec lui comment on va développer des outils, comment il faut étudier ces affaires-là. Le professeur qui travaille de concert avec le parent, on a identifié une problématique, on n'attend pas que ça devienne un problème, on le voit venir. C'est ça. Donc, tout le concept... Et ça se peut qu'une fois, on choisisse de ne pas le faire redoubler en disant, OK, là, l'année prochaine, on va mettre plus d'outils pour qu'il rattrape les autres. Mais là, s'il ne rattrape pas les autres, à un moment donné, il faut qu'il redouble. Je veux dire, il faut que... Puis moi, j'en ai du monde, tu sais, des parents que j'ai dit, OK, toi, ton enfant, là, cette année, là, l'école ne va pas vouloir le faire redoubler. Tu vas mettre ton pied à terre et tu vas exiger qu'il redouble. Ça passe-tu? La plupart du temps, oui. Ça finit par passer quand c'est le parent qui met son pied à terre en disant « Non, moi, je tiens à ce que mon enfant redouble parce que, ben non, je ne veux pas nécessairement aller vers une médication. Mon jeune, présentement, ben c'est plus dur sur son estime de lui de suivre et de sentir le cancre de la classe. Puis, ben tu sais aussi, ben quand un jeune, c'est le plus jeune de la classe, là, tu sais, ben comment il redoublera? Je veux dire, s'il va pas... Tu sais, moi, là, je suis du genre que j'ai confiance dans notre jeunesse parce que nos jeunes, ils ont beaucoup de capacités. J'ai comme l'impression que c'est le système qui les a laissés tomber. Je te dirais que je pense qu'on cherche, autant pour les parents que pour le système, tout ça, on cherche à avoir une solution unique, applicable à tous les enfants, à toutes les situations, puis ça n'arrivera pas. Des humains, je ne sais pas, tu sais, il y a des méthodes de dressage de chiens. Bien, des humains, c'est pas pareil. Fait que
il faut que tout soit évalué dans le cas par cas. Puis c'est ma job, en fait, de coach familial. Quand je vais dans une famille, j'arrive pas avec la méthode A, B, C, D, E, puis appliquer ça, ça va marcher. Ce que je fais, c'est, OK, ton enfant, il a quel tempérament? Il a quoi comme type d'intelligence? Votre famille, est-ce que ton enfant il est unique ou bien vous êtes 5-6? C'est quoi la personnalité des parents? Est-ce que vous faites une équipe ou pas? Vous avez de la misère à faire équipe. À quel niveau c'est difficile? Et là, on évalue un paquet d'ingrédients. C'est qui son meilleur ami? Dans quelle école il va? Quel sport? C'est un enfant qui a besoin de faire plus de sport ou c'est un enfant qui aurait besoin de passer plus de temps tranquille, tout seul avec son parent? Fait qu'on analyse la situation pour dire, bien, pour cet enfant-là, voici les parents, voici l'école, ce qu'on pense qui serait le plus adapté. Pour le même enfant qui est agité en classe, il y en a un qui aurait besoin d'un cadre plus strict, puis l'autre, il aurait besoin qu'on lui laisse plus de lousse. Mais il faut l'analyser, il faut le regarder. Et là, ben, si on pense, mettons, au redoublement, ben c'est pas vrai que c'est une bonne idée de faire redoubler tous les enfants qui n'ont pas une bonne note. On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. Mais c'est pas vrai que c'est une bonne idée de ne plus faire redoubler les enfants. Je suis d'accord là-dessus parce qu'on est conscient qu'un jour, ces enfants-là vont être les leaders de notre société. Exact. Donc, on leur fait pas un cadeau en leur donnant un bonbon alors qu'ils auraient dû avoir un échec. Tout à fait. Mais dans certains cas, certains jeunes, qu'on les fasse pas redoubler pour leur donner une chance de vivre des réussites, puis ça peut être intéressant oui, aussi. s'il y a un plan d'action, puis qu'on arrive avec quelque chose qui va aider à faire en sorte que ça se répète pas. Tout à fait. Même au niveau sportif, tu sais, que les enfants apprennent à jouer à des jeux coopératifs. J'ai aucun problème. Mais qu'il y a aussi des jeux plus compétitifs. Est-ce que tous les enfants devraient jouer, par exemple, je sais pas, moi, je pense au soccer. Est-ce que tous les enfants devraient jouer au soccer compétitif? Ben non. Mais ceux qui ont envie de jouer au soccer compétitif, c'est correct qu'ils aillent aussi. Et c'est pas ça qu'on fait dans nos écoles, là, en éducation physique, de leur faire goûter à plein de jeux coopératifs où le contexte de compétition est moins élevé et qui est plus dans la... Je pense qu'il devrait y avoir les deux. Il devrait y avoir et des jeux coopératifs et des jeux plus compétitifs où tu as des gagnants et des perdants. Tu sais, moi, le concept de tout le monde gagne tout le temps, non, je suis pas d'accord. Même, tu sais, pour les devoirs et leçons. Mais maintenant, si tu veux faire de la compétition, ton jeune, tu le sors du cadre scolaire puis tu l'emmènes en milieu compétitif. Là. Oui, tout à fait. Tu peux le faire. Mais tu sais... Il faut que tu le fasses si tu veux progresser là-dedans ou si tu veux qu'ils le vivent. Puis tu sais, j'étais d'accord avec toi, il faut que les enfants apprennent à perdre. Tu sais, je veux dire, puis ça commence à la maison. Là. Je joue au jeu de serpent-échelle avec mon kid, là. Ben non, tu sais, une fois de temps en temps, ça se peut que je le laisse gagner, tu sais, pour qu'il vive des réussites. Mais je ne vais pas le laisser gagner tout le temps. De temps en temps, il faut qu'il apprenne à perdre. Et moi, j'ai appris beaucoup plus dans l'échec que j'ai appris souvent dans la victoire. Oui. Ben oui. Puis ça revient tout le temps à ce que je disais, c'est comme au niveau de la nuance, ben tu sais, si je suis un parent qui est trop dans le positif puis qui veut trop que mon enfant ne vive pas d'inconfort, puis que, écoute, récemment, il y a quelqu'un qui me demande sur mon groupe Facebook, ben là, tu sais, mon jeune a volé quelque chose au dépanneur. Qu'est-ce que je fais?
ben tu prends ton kid, puis tu l'amènes rembourser la personne, puis présenter des excuses. Et là, il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Ben voyons donc, ça manque de bienveillance. C'est violent, ton affaire, il va vivre l'humiliation. Wow. Oui. C'est sûr qu'effectivement, ça va être un peu humiliant. Fait que ton jeune soit un voleur, c'est correct? Fait que, qu'est-ce qu'il devrait faire d'abord? Ben, parle-lui, essaie de comprendre pourquoi il a volé. Oui, on va essayer de comprendre pourquoi il a volé. Mais il va aller retourner les affaires. Il va vivre l'humiliation, mais c'est la conséquence naturelle du choix qu'il a fait. Et dans la vraie vie, si tu fais des bêtises puis que tu dois assumer tes bêtises, ça se peut que ce soit un peu humiliant. Mais accompagne-le avec douceur, avec bienveillance. Puis quand il sort en pleurant du dépanneur, ben tu peux le prendre dans tes bras puis le consoler puis dire « Ouf, c'était dur ça, mon grand. Hein? Oui, c'est vrai que quand on est obligé d'assumer nos erreurs, c'est humiliant. Bon, ben viens-t'en, on va s'en aller à la maison. Mais vraiment, je te trouve hot, tu as été capable de le faire. Tu as assumé ton erreur. Bravo, mon cœur. » Fait que j'ai fait preuve de bienveillance et de douceur. Mais oui, ça se peut que tu vives un inconfort en vivant de l'humiliation. L'excès de douceur et de positif, c'est poche. L'excès de fermeté puis de tu sais, c'est sûr que si je dis à mon jeune, « Ah, ben garde, t'as volé, vas-y. » Je pense à une maman qui était allée justement avec son jeune en le tenant par le bras puis dire « Ah ouais, dis-le au monsieur ce que t'as fait, dis-le. » Puis là, ben, le monsieur du dépanneur voulait pas trop le chicaner. Fait que là, la mère t'a insulté, elle aurait voulu que le monsieur l'engage. Ouais, un instant, c'est peut-être pas obligé d'être aussi... je veux dire, c'est pas obligé d'être aussi castrant que ça. T'sais, on n'est pas obligé... Tu sais, c'est pas ou bien je casse les enfants ou bien je les surprotège. Entre les deux. C'est le côté éducatif. Ben de oui. vivre l'expérience. Tantôt, tu as parlé, oui, c'est pas une humiliation. C'est que tu t'es fait pogner, tu as fait de quoi qui est en société qui n'est pas correct. Tu vas apprendre de ça. Et la chose correcte, c'est d'y retourner, d'aller t'excuser. Ben oui. Faute admise, à moitié pardonnée. Et ça se peut que ça fasse vivre un sentiment d'humiliation à l'enfant, mais c'est pas moi qui est en train de l'humilier, là. Tu sais, je veux dire, je fais pas exprès de l'humilier, mais ça se peut qu'il se sente mal. Je vais te raconter une anecdote, c'est drôle, parce que j'étais policier, puis j'avais été appelé sur un appel. Ça, c'était assez... une drôle de situation. Le jeune est dans un parc. Fait que le jeune, il a environ 12-13 ans. Puis il se fait approcher par un individu avec un paletot qui lui a demandé de faire une fellation en échange de 5 OK. Et là, moi, ça rentre comme ça, agression sexuelle. Je m'en vais là-bas. Et quand je suis là, ça m'a comme pris une quinzaine de minutes avant de comprendre ce qui se passait parce que les parents et la famille étaient toutes là. Le jeune était assis à la table et les autres n'arrêtaient pas de rire de lui parce qu'il disait que c'était un homosexuel. Oh, my God! Ouais. Puis là, ben, quand j'ai parlé au jeune, j'ai demandé « Pourquoi t'as fait ça? » Ben, il dit « Moi, je voulais m'acheter des bonbons. » Puis il m'a offert 5 Oh, my God! Fait que là, il y a eu les bonbons, il y a eu le 5 il est allé s'acheter. J'ai demandé, il a fait quoi avec le 5 Il dit, je suis allé m'acheter des bonbons. Mais c'était de voir comme les parents. Tu sais, tantôt, tu parlais d'humiliation. Oui, là. c'est ça. Ça, c'est de l'humiliation. Ça, c'est de l'humiliation. Parce que les autres, là, ils en revenaient, puis ils n'arrêtaient pas. Oh Il a my même fallu que God. je lui dise. Ah, Le ça jeune, va. clairement, la connotation sexuelle n'était pas là. Ben non, C'était, lui, un service, 5 des bonbons. c'est ça. Pas terrible, ça me tente pas, mais garde. Mais, donc, les parents, dans ce cas-là, auraient eu besoin d'avoir un... Oui, ben là, eux autres, ils avaient besoin probablement de la DPJ, là, rendu là. Mais ça reste, tu comprends. Mais ça, Donc, c'est de l'humiliation. c'est de l'humiliation, mais C'est ça, ça. je l'ai vécu là. C'est C'est ça. pas les seules familles qui sont comme ça. Là. Exact. Moi, tu sais, dans des interventions humiliantes, un parent qui met son enfant à genoux devant tout le monde d'un centre d'achat, ben ça, pour moi, c'est humiliant. Tu fais pas ça. Le parent qui se moque de son enfant ou qui est sarcastique, « Ah ben bravo, mon champion. Ah, t'es fier de toi, là. T'es intelligent. Ce que tu viens de faire là, mon grand, bravo. Et que je... » Ça, c'est humiliant. Et là, c'est un parent qui humilie son enfant. Mais ça se peut que l'intervention que je dois faire avec mon enfant, ça y fasse vivre un inconfort. Mais c'est correct. Vos enfants doivent vivre des inconforts, si vous voulez, qu'ils apprennent à composer avec les inconforts. Tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, je vais en avoir des inconforts. C'est important qu'on apprenne à dealer. Puis quand je laisse mon enfant dealer avec des inconforts, exemple, j'ai une maman qui m'appelle à un moment donné, j'avais travaillé avec son jeune un peu, elle m'appelle, puis elle me dit, là, Nancy, elle dit, je sais pas trop quoi faire avec ça. Mon petit gars de 5 ans joue souvent avec le petit voisin de 7 ans.
Mais là, je suis en train de voir que chez le voisin, ils ont fait une fête d'enfants, puis c'est l'anniversaire de son ami, mais ils n'ont pas invité mon garçon. Puis là, elle dit, mon petit gars, il est dans la fenêtre, puis il pleure. Qu'est-ce que je devrais faire, Nancy? Je devrais-tu aller voir le parent puis lui dire que c'est poche qui n'ait pas invité mon enfant, ou bien je devrais peut-être organiser une activité pour échanger les idées? La réponse est, ni l'un ni l'autre. Ton gars, il a de la peine. Il a raison d'avoir de la peine. Tu vas accueillir ton gars qui vit de la peine, puis tu vas le laisser vivre avoir de la peine. Elle dit, oui, mais j'aime pas ça le voir de même. Ouais, je comprends que tu n'aimes pas ça le voir comme ça. Mais ton fils va être en train d'apprendre quelque chose. Il apprend à surmonter sa peine. Oui, mais c'est pas juste qu'il ne l'ait pas invité. Le petit gars, il a dû inviter les amis de sa classe. Et ça ne tente pas d'avoir un kid de 5 ans d'impact. Et c'est son droit, c'est sa fête. Ton gars, elle dit, oui, mais là, il va vivre du rejet. Tout à fait. Et il va vivre du rejet à quelques reprises. Dans une couple d'années, là, il va être en amour avec une fille ou un gars, puis il va se faire laisser. Puis, il va avoir de la peine. Mais s'il a le souvenir des fois où il y a eu de la peine, puis que la peine, à un moment donné, est partie, ça passe. Il va avoir bâti sa résilience, sa force de caractère. Fait que la journée à 15 ans que son chum ou sa blonde va le laisser, sa vie ne va pas arrêter. Il ne va pas avoir l'impression que c'est la fin du monde. Il va avoir de la peine, mais il va se souvenir que la peine, à un moment donné, elle s'en va. Fait qu'à vouloir trop que nos enfants soient tout le temps bien ici, maintenant, on leur permet pas de bâtir. Entre autres, une des affaires que je vois, je disais tantôt, les enfants ont tout le temps un adulte dans derrière pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Moi, j'ai développé quelque chose qui s'appelle l'approche responsabilisante. Les enfants, aujourd'hui, là, on leur donne à manger avant qu'ils aient faim. On leur donne à boire avant qu'ils aient soif. On leur donne une veste quand nous autres, on a froid. Les enfants sont rendus... Les parents, t'as une vague d'hyperparentalité. Des fois, je dis, il y a une épidémie de trop bons parents. Le parent, le matin, dit à son enfant à quelle heure se lever. Il est rendu à 8-9 ans. Là. Je te dis, te lever. Je te retourne te lever. J'y retourne une 3e fois. Je te dis quoi porter. Je te dis qu'il faut que tu descendes en bas. Je t'amène ton déjeuner. Je te dis combien de bouchées manger. Je te dis de t'habiller. Puis là, je veux dire, les jeunes peuvent mettre la switch à off puis pas avoir besoin de réfléchir. Mais tu sais, nous autres, on a notre iPhone qui va nous dire qu'il faut baisser notre volume parce que c'est pas bon pour l'audition. Après ça, qu'il faut qu'on parte à telle heure si on va arriver à l'heure à notre rendez-vous. On se déresponsabilise, puis on déresponsabilise nos enfants. Maintenant, si un enfant se blesse à l'école, est-ce qu'on parle à l'enfant pour voir qu'est-ce qu'il fait pour se blesser? Non. On se plaint que ça manquait de surveillance. Si un enfant n'a pas fait son devoir, est-ce que l'enfant se fait chicaner? Non, c'est les parents qui se font appeler. Pourquoi Antoine n'a pas fait son devoir? T'as pu se passer le devoir d'Antoine, là? Oui, le parent a sa job à faire d'encadrer, là, on s'entend là-dessus, mais c'est comme si l'enfant n'est jamais responsabilisé là-dedans. C'est correct qu'il appelle le parent, on s'entend, là. C'est correct qu'il appelle le parent, mais c'est quand même Antoine le devoir. Fait que c'est lui qui devrait avoir une sanction, puis c'est lui qui devrait, le prof devrait parler à Antoine. S'il a 7 ans, c'est autre chose, mais s'il a 10, 11, 12 ans, c'est Antoine, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Mon parent me l'a pas dit. Attends un peu, là. Je veux dire, c'est ton devoir à toi. C'est ça. Fait que je trouve que on les responsabilise pas. On leur dit à quelle heure se coucher, même s'ils sont pas fatigués. Les enfants n'ont pas besoin de réfléchir. Et une des choses que j'enseigne, c'est on peut-tu enseigner aux enfants à... puis même très tôt, là, tu as 3 ans, tu sais parler. Tu viens me voir, tu fais juste de Si tu veux quelque chose, demande-le-moi. Tu as des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand ils veulent parler à leurs parents, ils donnent une claque, puis le parent se revire. Quoi? Ah non, si tu veux me parler, tu me donnes pas une claque. Viens me voir, approche-toi, puis attends. Je suis en train de discuter avec quelqu'un. Les parents veulent éviter toutes les frustrations aux enfants tout le temps et là, s'assure de réfléchir à sa place et de penser à sa place. J'ai vu une jeune fille, 12 ans, elle se tortille sur sa chaise. Sa mère a dit « Va aux toilettes ». Je fais « Hein? » À 12 ans. Elle se dit « Ben, tiens, Nancy, si je fais pas penser d'aller aux toilettes, des fois, elle s'échappe. »
Je dis, ben, c'est normal, ça fait 12 ans que tu es responsable de sa vessie. Wow. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal à 12 ans là, que tu lui dises d'aller faire pipi parce qu'elle se tortille. À la rigueur, tu la regardes, tu dis, ah, Hélène, pourquoi tu te tortilles? J'ai envie de pipi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de pipi, ma grande? T'as 12 ans. Je veux dire, c'est comme... On a tout un défi de société là, quand je t'écoute parler. Là. Écoute, moi, il faut prendre une gorgée d'eau. Il faut essayer de digérer tout ça. Là. Yeah, ça, c'est le mien, ça? Oui, ça, c'est le tien. Oh boy! Yeah! C'est loin d'être un truc de fille, hein? Attends un peu, je vais réussir. Cheers. Oh oui, je vais t'envoyer un cheers. My God, c'est fait pour toi, ça, Hugo. À utiliser quand t'as très soif. Ouais. Oui, il faut pas avoir soif en tabarnouche. Penses-tu, comme société, on va s'en sortir? Oui, je pense qu'on va s'en sortir. Il va tout le temps avoir le balancier. Puis je pense que chaque époque va avoir son niveau de difficulté. Je vois des belles avancées. Tu sais, on a parlé de l'école tantôt, puis des défauts de l'école, mais je vois tellement des belles affaires aussi. Tu sais, moi, il y a 10-15 ans de ça, quand j'allais dans une école puis qu'il y avait un enfant hyperactif puis que je disais, ben oui, mais ce jeune-là a besoin de bouger, pas d'être puni. On peut-tu lui donner quelque chose pour taponner en dessous de son bureau? J'ai talent. Oui, je suis pas tant... Non, c'est ça. Je suis pas tant médication, mais encore là, ça dépend. Mais là, la médication, là, je lisais de quoi qui disait que 80 des élèves qui utilisaient de la médication Ouais. n'en avaient pas besoin. Oui, il y a beaucoup de... Donc, on a la gâchette facile sur... Mais encore là, la personne qui écrit ça, c'est une opinion. On s'entend. c'est Mais un oui, on a la journaliste, gâchette. C'est un journaliste, Ouais, c'est écrit dans un journal. Oui, ça peut-être... Mais c'est sûr que c'est pas son opinion. Mais c'est vrai que certains... Il y a beaucoup d'enfants qui prennent de la médication qui pourraient ne pas en prendre. Malheureusement, maintenant, c'est devenu un automatisme. On dépiste beaucoup mieux les enfants qui ont des déficits d'attention, ce qui est une bonne chose, tant qu'à moi. Oui. Hein? Puis, il y a parfois des faux diagnostics, par contre, parce qu'il y a encore des situations, mais ça s'améliore vraiment beaucoup. Il y a encore des situations où tu as des enfants qui sont diagnostiqués par le médecin de famille en l'espace de 10 minutes. Là. On pose une couple de questions. Oh, oui, garde ton jeune, un TDAH, c'est réglé. Ou par l'enseignant. Ou par l'enseignant. Ou par la direction. Exact. Puis, tu sais, parfois, ça peut être autre chose. Hein? L'anxiété, ça se déguise en TDAH. Un enfant anxieux pourrait être agité, puis être impulsif. Puis le stress chronique peut se déguiser en TDAH. Les difficultés d'apprentissage, problèmes de vue. En tout cas, bref, il y a encore trop d'évaluations qui sont bâclées, mais il y en a de moins en moins. De plus en plus, les gens vont vers des évaluations en neuropsychologie avant d'avoir un diagnostic. Des bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. Et il y a de plus en plus de personnel, de psychologues, tout ça, qui sont bien formés pour faire des bonnes évaluations puis d'aller voir toutes les différentes sphères de vie. Fait du bien un peu de positif. Oui. Le problème est qu'il y a encore un automatisme ici au Québec, c'est pas comme ça ailleurs dans le monde, il y a un automatisme, c'est si le jeune a un diagnostic de TDAH, ça va y prendre la médication. Or, la médication, c'est une béquille. Et c'est pas tous les enfants qui ont un TDAH qui ont besoin de béquilles à temps plein pour tout le temps. Moi, j'allais jouer dehors. Là. Mes parents m'envoyaient jouer dehors dans le temps. Exact. Moi, ma position par rapport à la médication, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des enfants, puis j'en ai vu beaucoup, là, que sans médication, leur vie est un enfer. Parce que leur TDAH, le TDAH, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Là. Il y a divers degrés. Ça se développe-tu? Généralement, non. Tu es supposé naître avec. C'est un problème neurobiologique. Maintenant, il peut arriver qu'un enfant a vécu des traumas et qu'il développe des problèmes similaires au TDAH en lien, entre autres, avec ces traumas. Puis là, à ce moment-là, c'est psychologique. Donc, on va traiter un TDAH qui n'en est pas un. C'est ça. Mais la médication peut aussi aider ces jeunes-là. OK. Moi, j'ai vraiment rencontré des enfants que sans médication, ça n'a juste pas de sens. Sont incapables de rester assis. Le niveau d'hyperactivité est tellement intense que là, regarde, c'est comme...
C'est des petits barils de poudre tout le temps. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur rien, jamais. Et là, ils sont en échec relationnel, en échec, sont tout le temps en punition à l'école, à la maison, ils sont pas tenables, échec scolaire. Ces jeunes-là, là, ben, la médication, des fois, ça leur sauve la vie. Fait que je suis pas contre. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres enfants qui pourraient ne pas en avoir besoin, à qui on en donne parce que présentement, on manque de moyens de les aider autrement. Ou parce qu'il y a une espèce de croyance, TDAH, ça va avec une médication. Récemment, là, je parlais avec des parents, puis je disais, j'irais peut-être vers une évaluation pour votre loulou. À mon avis, là, je trouve qu'il y a beaucoup de symptômes d'un TDAH, ça vaudrait la peine de le faire évaluer. Puis les parents se braquent et le papa dit, non, moi, il n'est pas question que je donne de la médication à mon enfant. Je dis, mais c'est pas un automatisme, là, attends un peu. La raison pour laquelle ce serait intéressant qu'il soit évalué, c'est que en fonction de s'il y a un TDAH ou pas, puis qu'est-ce qui est atteint, moi, je vais pouvoir vous guider pour que vous sachiez comment stimuler les zones de son cerveau qui ont besoin d'être stimulées davantage. Puis comment est-ce que vous pourriez organiser les choses pour qu'il développe un petit peu plus de responsabilisation. Mais ce jeune-là n'a probablement jamais besoin de médication. Là. Il fonctionne à l'école, il a des bonnes notes, il a des amis. C'est juste que il bouge plus que la moyenne. Il reçoit souvent des sanctions. Là, on a comme besoin de savoir, il est-tu dans l'une ou il niaise? Là? Des fois, il fait-tu de la surdité sélective ou bien il est dans l'une? La fameuse nuance. Oui, la fameuse nuance. Est-ce qu'on est deux dinosaures qui sont en train d'avoir cette discussion-là? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais oui, on est vieux, hein? Oui, peut-être. Mais j'ai quand même quelques collègues qui les ont aussi. Puis tu sais, quand je disais, il y a de l'espoir, moi, maintenant, avant ça, il fallait que je me batte à l'école pour que les enfants aient un lézard lourd et la possibilité de bouger. Et là, je me promène dans les écoles, puis je vois des bureaux, des pupitres avec des pédaliers en dessous pour le jeune qui a besoin de bouger. Je vois des jeunes que dans les moments où ils doivent travailler, ils ont la possibilité d'avoir des écouteurs pour couper le son. Je vois des jeunes qui ont des tables hautes en arrière qui peuvent travailler debout ou assis. Je vois beaucoup d'adaptations qui sont fort intéressantes, une belle ouverture. Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis des programmes en parentalité, moi, j'en donne, mais je ne suis pas la seule. Puis il y en a plusieurs des excellents intervenants qui en offrent. Il y a de plus en plus d'affaires qui sont accessibles. Le problème reste encore que il y a quand même des vendeurs de rêves. Il reste des vendeurs de rêves qui disent si vous utilisez ma méthode avec tous les enfants, ça va tout le temps fonctionner, puis vous allez voir, ça va bien marcher. Mais sinon, il y a quand même... je ne suis pas la seule partisane de la nuance là, dans ma job. Là. Ça serait-tu une solution qu'effectivement, le fameux coaching familial devienne quelque chose qui est enseigné à l'école, puis qu'on puisse développer d'autres coachs qui ont les compétences, qui sont professionnels? J'ai une école de coaching familial. Bon, c'est le temps de plugger. Oui, j'ai une école. Ça l'appelle l'école de coaching familial Nancy Doyon, originale de même. Mais c'est ça, j'ai une école de coaching familial, la première au Canada d'ailleurs. Félicitations. J'aime ça, moi, la femme d'affaires est jamais bien loin. Mais oui, justement, parce qu'il y avait des intervenants qui s'intéressaient à mon approche, puis qui disaient, tabarnouche, il y a des besoins dans les CLSC. Partout, tu as des listes d'attente présentement très longues. Puis, tu as de plus en plus de CLSC qui restreignent le nombre de rencontres. Et tu as des gens qui ont les moyens de payer. Dans un monde idéal, on serait capable d'avoir des subventions. Les organisations comme la mienne, on serait capable d'avoir des subventions qui nous permettraient de développer des services à moindre coût pour les gens à faible revenu. Mais je crois, par contre, qu'ils devraient tout le temps payer. Mais travailles-tu là-dessus? Ça me semble que ça serait non, pas le temps. Pas le temps. Mais tu sais, j'aimerais ça, tu sais, avoir une fondation ou quelque chose. Mais je pense, par contre, que le fait que les parents payent, c'est un motivateur. Moi, j'ai travaillé gratuitement dans des familles par les centres jeunesse puis par le CLSC. Puis les gens étaient comme bien contents de me voir, mais ils n'appliquaient pas ce que je faisais. Le fait qu'ils ont de l'argent à sortir de leur poche va dire que ma clientèle est pas mal plus mobilisée. Rien contre comme ça. Quand quelqu'un travaille, il faut qu'il soit rémunéré pour son travail. Exact. Mais peut-être d'avoir un programme avec le gouvernement qui aiderait justement à diminuer les fameux coûts.
Exact. Diminuer les coûts, offrir, peut-être des rabais en fonction du revenu. Ça serait bien le fun qu'on puisse En le tout cas, faire. je te souhaite bonne chance. Un gros merci. Ça a été Merci. super intéressant. Yes! Je vais me coucher moins niaiseux à soir. Fait que là, il y a le temps maintenant que tu te fasses 2-3 autres enfants. Fait que là, maintenant, Non, tu as le mode d'emploi. Non, j'ai pas. Ouais, non? J'ai donné. Merci. Ça fait plaisir.